Donc, avant d'introduire Yannick Roudot, je me pose souvent cette question. Comment déclencher le déclic chez quelqu'un pour le convaincre à passer à l'action et à s'engager en faveur de la transition écologique? Une des réponses, vous la trouverez certainement dans cette conférence. Nous avons la chance d'avoir régulièrement Yannick Roudot intervenir chez nous à Centrale Nantes. Et je me rappelle, il y a 3 ans, l'un de mes étudiants, Rémi, assistait à l'exposé de Yannick. À la fin de la conférence, je vais vers lui pour lui demander son impression et il me dit qu'il n'avait qu'une envie, c'était de quitter l'amphi. Alors, j'étais un petit peu inquiet, je me dis mais pourquoi? Puis il me rassure en me disant qu'il avait hâte, en fin de compte, d'agir et de sortir de cet amphi pour justement agir pour cette transition écologique. Et là, je me suis rendu compte que Yannick Roudot avait les mots justes pour donner cette confiance et cette envie. Et me suis vite rendu compte qu'il savait un petit peu parler aux jeunes, et c'est pourquoi il sera toujours forcément le bienvenu à l'école centrale. Je voulais aussi profiter de sa venue pour vous dire, à l'occasion de la sortie de son livre, donc quand l'improbable surgit, un autre futur revient dans la partie, pour vous rappeler le message de Pablo Servigne. Il nous interpelle souvent sur l'importance de développer un nouvel imaginaire pour construire un monde meilleur. Alors, eh bien, Yannick, grâce à ses conférences, ses récits et sa maison d'édition, il fait partie de ces transitionneurs qui tentent d'embarquer les gens vers une transition à une grande échelle. Pour eux, la vie n'a plus de sens si tout s'effondre. Leur devise pourrait être « Ensemble, on va plus loin ». Bonjour à tous. Donc, merci d'être venus pour cette première édition des matinales de transition écologique pour cette année. On va juste donner quelques consignes par rapport à ceux qui suivent la conférence en Zoom, puisqu'il y a beaucoup d'externes de l'école qui la suivent. Donc, il va y avoir 1 heure de conférence où Yannick va intervenir, et ensuite 1 heure pour des échanges. Dans le lien Zoom, en fait, il va y avoir un lien vers des questions-réponses que vous pouvez écrire pour vous les remémorer, mais on les posera qu'à la fin de la conférence seulement. Ça va être 1 heure d'intervention, et puis à la fin, on aura quelqu'un, un membre des matinales, qui viendra poser vos questions pour vous avec un micro, pour que à la fois les gens sur Zoom comme les gens en présentiel puissent comprendre, puissent entendre les questions et comprendre et échanger avec Yannick. Et puis pour que tout le monde puisse participer, on alternera avec une question de quelqu'un en présentiel et puis une question de quelqu'un sur Zoom. Donc ça, on gérera la logistique là-dessus. Donc pensez bien à utiliser, pour ceux qui sont sur Zoom, l'onglet questions-réponses qui est à votre disposition. Et pour tous les autres problèmes techniques, utilisez le chat. Il y aura quelqu'un de l'équipe qui sera là pour vous aider. Voilà, on va laisser la parole à Yannick. Bonne conférence. Merci. Bien, je reste ce masque pour parler, c'est plus facile. Je pense que les distances sont respectées, ça devrait aller. Bien, bonjour à tous. Merci de m'accueillir pour vous parler de l'improbable, de l'effondrement. Alors, pourquoi l'improbable et l'effondrement? En fait, l'histoire de ce sujet, c'est une histoire à la fois personnelle et une histoire d'improbabilité. Puisque qu'est-ce qui s'est passé? Il y a quelques mois, ça fait à peu près 2 ans, j'entends ma fille qui était assez jeune qui dit « Toi, papa, 2040, on est tous morts ». Parce qu'il y a une étude qui était parue comme quoi l'effondrement était inéluctable et on allait droit vers la disparition de l'humanité beaucoup plus vite qu'on ne le pensait, c'est-à-dire avant la fin du siècle. Ça m'a un petit peu interpellé. Je me dis, c'est pas si simple, c'est un peu plus compliqué que ça. Et puis, je me suis rendu compte par mes interventions ici, à Centrale Nantes, à l'université à côté, à l'ESEO, à Audencia, dans d'autres écoles et auprès de jeunes publics, que vous étiez à la fois extrêmement motivés pour agir, donc ça, bravo, merci, il faut, et d'autres étaient en colère. Parfois, certains étaient dans la collapso-dépression. La collapso-dépression, c'est le choc de l'effondrement, c'est waouh, c'est foutu, il n'y a plus rien à faire, misère. Et là, je me suis dit, il faut absolument écrire quelque chose pour les plus jeunes, mais pas que, mais d'abord pour les jeunes, pour leur redonner l'envie de s'investir, de s'engager et d'agir le plus rapidement possible avec une forte intention, j'en parlerai, et aussi pour les autres, pour les plus âgés, parce que je rencontre énormément de gens dans l'année qui sont dépités, inquiets, angoissés, et qui ne voient pas du tout comment on peut s'en sortir. Donc l'idée de ce sujet, c'est de se rendre compte que, 1, l'effondrement n'est pas assuré, il est possible, mais il n'est pas assuré, il n'est pas sûr, et 2, c'est sans compter sur l'improbable. Donc j'ai écrit ce livre quand l'improbable surgit, et je vous expliquerai le titre, un autre futur revient dans la partie, parce qu'en fait, et c'est ce que je vais développer aujourd'hui, donc c'est une conférence très, on va dire, philosophique, sociétale, il y a un peu de technique, mais pas tant que ça, on n'est pas là pour ça ce matin, vous expliquer qu'en fait, la collapsologie a raison.
J'étais collapsologue à une époque, puisque en 2013, j'ai écrit un livre, La Nouvelle Controverse, où j'expliquais les 5 facteurs d'effondrement de Jared Diamond. J'en ai fait un TED, où j'étais à fond dans les 5 facteurs d'effondrement. Et puis, très rapidement, et c'est le cas de Pablo Servigne aussi, on se dit, mais qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a dit ça? Et finalement, ces derniers mois, en travaillant, je me suis rendu compte que la collapsologie est valable si on projette le présent sur le futur, si on a une vision linéaire du temps. Aujourd'hui, voilà où on en est. Si rien d'inattendu ne se passe, voilà où on va. Donc, ils ont raison. Si on ne change pas, si on ne bouge pas, on va vers un effondrement. Un effondrement, c'est quoi? C'est un peu l'image du marathonien que j'utilise souvent, du sportif, dont le corps se dérobe sous lui, il se disloque comme un pantin et il tombe à terre. Il n'a plus aucune force. C'est ça un effondrement. L'effondrement, aujourd'hui, c'est le Liban, par exemple. Le Liban, petit pays qui était riche, qui avait tout pour se développer, pour être prospère, et le Liban est en phase d'effondrement. Moins de nourriture, moins d'eau, plus d'énergie, plus de système politique. Tout se disloque. Voilà ce qu'est un effondrement. Et donc, cet effondrement, il peut se réaliser si on ne change pas. Mais comme la vie, c'est le mouvement, et on va le voir que l'improbabilité est permanente, il peut se passer énormément d'événements qui font qu'on n'ira sûrement pas vers cet effondrement. On peut y aller, mais il n'est pas assuré. Et pourquoi j'ai mis un sous-titre « Un autre futur revient dans la partie » Parce que, pour avoir été joueur de tennis pendant plusieurs années, il y a une image que j'ai en tête au tennis, et je suis assez fan de Roland Garros, de ce tournoi, c'est que vous avez des joueurs qui sont menés au 5e set, 5-0, 2 balles de match contre 45. Ils sauvent les 2 balles de match, et ils remontent, ils marquent un point. Deuxième jeu, troisième jeu, ils remontent à 5-5, ils mènent 6-5 et finissent par gagner. C'est exactement ce qui nous arrive aujourd'hui. C'est qu'au niveau économique, l'économie mondiale est mortifère, nous sommes sur une mauvaise trajectoire, mais on n'est pas encore battu. Certes, il y a une balle de match contre l'humanité, parce que c'est l'humanité qu'il faut sauver, ce n'est pas la planète, mais ce n'est pas perdu. On peut remonter la pente, et ça, c'est miser sur l'improbable. Cet autre futur qui est en train de s'imposer. Et pour terminer l'histoire de ce livre, pour montrer que l'improbable surgit souvent, c'est que j'ai commencé la rédaction de ce livre en juillet 2019 sur l'île d'Edic, au café, avec mon ordinateur le matin, les cardinaux, pour ceux qui connaissent. L'après-midi, j'ai me baigner. Et je commençais à évoquer tous les facteurs d'effondrement, je vous parlais rapidement, qui sont probables, peut-être un krach financier de grande envergure, peut-être une crise écologique de grande envergure, peut-être une éruption volcanique, une éruption solaire, un soulèvement citoyen, un réveil des jeunes, une rupture technologique qui nous réveille. Il peut se passer plein de choses. Et dedans, j'avais glissé la pandémie, bien sûr. J'avais déjà évoqué dans Zéro Pollution, un livre précédent, en disant que la pandémie était probable. Un jour, il y aurait sûrement une pandémie parce que 8 milliards d'habitants qui exercent une pression anthropique sur la nature, ça génère ce qu'on appelle des zoonoses, des maladies qui viennent du monde sauvage vers le monde animal domestiqué. Et donc, c'était probable que ça arriverait. Mais on ne s'imaginait pas que ça arriverait aussi rapidement et de telle ampleur en Occident, en Europe. Et puis, donc, j'ai écrit ce bouquin, et mars 2020 surgit ce confinement, la zoonose, on y est. En tout cas, on est dans cette pandémie, que ce soit une zoonose ou autre chose, on y est, et je me suis fait rattraper par les événements. Et pendant des jours et des jours, je n'ai pas réussi à reprendre mon livre, j'ai changé le sommaire, je l'ai bidouillé, parce que vous savez, quand vous avez écrit 150 pages, je n'ai pas envie de les mettre à la poubelle. Et puis à un moment, il faut se laisser traverser par l'improbable. À un moment, je me suis dit, effectivement, cette improbabilité est arrivée, il faut que tu reprennes tout. Tu jettes les 2 tiers et tu recommences. Et j'ai passé tout le confinement à repartir à zéro, à réécrire, à accepter l'incertitude, parce que le livre que j'avais écrit avant n'était plus valable après. Quelque chose s'était passé, quelque chose, c'était ce confinement. Et ce confinement, il nous a ouvert une voie vers autre chose, même si on va en reparler, le monde d'après va mettre quelques années à émerger, ça c'est une certitude. Alors, que se passe-t-il aujourd'hui? Qu'est-ce qui nous arrive? Très rapidement, parce que je ne vais pas vous refaire tout le déroulé sur les 5 facteurs d'effondrement de Jared Diamond, le collapse, comme on dit. Il faut prendre conscience que nous sommes en phase peut-être d'effondrement de l'humanité, mais en tout cas, nous sommes en phase d'effondrement de la civilisation occidentalisée basée sur l'exploitation des ressources fossiles, leur transformation, leur consommation. La société thermo-industrielle s'effondre et c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle pourquoi? Parce que si nous n'agissons pas, si elle ne s'effondre pas, on va droit vers l'effondrement de l'humanité et de la biodiversité. Ça, c'est beaucoup plus embêtant. Et je vous invite à lire cette bande dessinée sur l'effondrement, qui reprend des comic strips des années 50. Il change les bulles, mais laisse les personnages, donc beaucoup de David Crockett, et qui donne un peu d'humour à ce qui nous arrive, à cet effondrement civilisationnel. Donc, s'il nous arrive plus qu'un effondrement global qui n'est pas assuré, en tout cas, à mon avis, nous sommes à la fin d'une civilisation. Nous sommes en changement de civilisation, j'y reviendrai tout à l'heure. Nous vivons une période
transitoire entre une civilisation basée sur la science, sur la technique, sur la maîtrise, qu'on appelle la modernité, et on passe à une autre civilisation, on verra, on va vers la frugalité, vers la lenteur, vers la réconciliation de l'être humain avec la nature, vers des sciences réconciliatrices, réparatrices, régénératrices, mais la fin de la science dominatrice et destructrice. Ça, pour moi, c'est une évidence. La problématique que nous avons, et que nous avons un peu moins aujourd'hui, mais que nous avions avant cet épisode pandémique et avant le confinement, c'est que rien ne semble pouvoir arrêter la course folle d'une économie mondiale destructrice. Quand je dis rien ne semble pouvoir l'arrêter, ça fait au moins 50 ans, je pense au rapport Meadows, c'est 1972 de mémoire, ça fait au moins 50 ans que des gens tirent la sonnette d'alarme en disant « il faut changer de trajectoire, il faut arrêter cette économie de la croissance infinie parce qu'elle est mortifère, parce qu'elle nous emmène vers une catastrophe climatique et humaine. » Ça fait 50 ans qu'on dit. Après, vous êtes plus jeune, il y a des gens qui sont arrivés récemment, alors un peu avant vous, Al Gore, vice-président américain qui a fait des films, Nicolas Hulot qui a tiré la sonnette d'alarme, Pablo Servigne, Gauthier Chapelle, j'en fais partie, et bien d'autres. Nous sommes extrêmement nombreux à tirer la sonnette d'alarme en disant « réveillons-nous tous, il y a un problème, on va droit vers le chaos si on ne se réveille pas. » Et le conseil, il est tragique. Ça ne bouge pas. Ou si peu. Ça bouge, oui. Il y a un petit peu de verre à droite à gauche, il y a des petites choses qui bougent. On parle de transition écologique. Mais la transition, alors je sais que ce mot est beaucoup employé même dans l'école, mais la transition, est-ce que c'est suffisant? Est-ce qu'on a le temps d'être en transition aujourd'hui? Est-ce qu'on a le temps de baisser un peu, d'être dans le 20% et puis 80% de l'ancien? Non, maintenant, il faut y aller. Il faut y aller très très vite. On verra qu'on n'a que 10 ans pour infléchir la trajectoire, casser la flèche du temps, changer de trajectoire, parce qu'après, c'est de plus en plus compliqué. Vous savez, c'est l'image, c'est un ami qui a cette image, qui, je cherche son prénom, ça va revenir, l'image d'une piste de ski. Il y a 50 ans, on était sur une piste verte pour changer de monde. On la descendait tranquille, on slalomait un peu, et puis on allait sur un autre monde, le monde de la frugalité. Il y a 20 ans, on était sur une piste bleue, ça commençait à devenir un peu plus raide. Et puis on est passé à la piste rouge dernièrement. Et là, on est sur la piste noire maintenant. Là, maintenant, il y a des bosses. Il faut être super bon. Il va falloir y aller sans avoir peur, maîtriser, s'arrêter, accélérer, maîtriser, s'arrêter, accélérer. Et si on ne change pas, ce sera le gouffre. Donc là, ce sera croisera les doigts pour qu'il y en ait qui s'en sortent. Voilà où on en est. Donc, on s'attendait à ce que les choses changent et les choses ne changent pas assez vite. Et on voit à quel point, d'ailleurs, pour coller à l'actualité, que la Convention citoyenne qui a fait des propositions extrêmement concrètes, extrêmement intéressantes, petit à petit, on arrondit les angles, on essaye de faire en sorte que ce ne soit pas appliqué au pied de la lettre parce que ça remet en cause le modèle économique mondial qui est basé sur l'hyperconsommation de produits obsolètes. Et toutes ces conséquences rappellent les externalités. Donc, rien ne semblait pouvoir arrêter l'économie mondiale, à tel point que la COP21 qui a eu lieu, la COP25 qui a eu lieu, je vous rappelle, il y a moins d'1 an, à Madrid, on a déjà oublié, on devait prendre des grandes décisions mondiales parce que l'urgence est là, le thermomètre il monte. Qu'est-ce qui a été décidé? Il a été décidé de ne rien faire. Donc, partant de là, j'en suis arrivé à la conclusion que l'économie mondiale ne changera pas. Personne n'arrêtera la machine de guerre économique parce que les quelques personnes, et nous tous qui sommes prisonniers de ce système parce que nous aimons consommer, gagner de l'argent, travailler, vivre, nous sommes dans ce système d'hyperconsommation, même si vous l'êtes plus ou moins selon vos postures individuelles, globalement, l'humanité est lancée là-dedans. On a occidentalisé l'économie mondiale, occidentalisé en ce sens qu'on a vendu l'hyperconsommation et la consommation-consolation comme étant la norme mondiale. Donc, on y va tous. À la COP25, on ne décide de rien. À tel point qu'aujourd'hui, on a eu des canicules cet été, il a fait extrêmement chaud. Les dernières projections des scientifiques français, Météo France, NRS et autres, parlent d'un modèle qui nous mènerait à plus 7 degrés dans les prochaines années si on ne change rien, c'est-à-dire d'ici la fin du siècle. Donc 7 degrés pour dire que c'est invivable pour l'espèce humaine. C'est pas plus compliqué que ça. On a eu des catastrophes naturelles très récemment, comme la Vésubie dans les Alpes-Maritimes, et ça coûte une fortune à l'économie et ça coûte des vies humaines. Ce sont des drames. Et est-ce que l'économie change? Est-ce que le plan de relance économique mondial, européen, tient compte de ces événements? Certes, on a Ursula von der Leyen qui veut investir dans la transformation de l'économie européenne. Certes, on a des effets d'annonce de tous les côtés, mais quand vous regardez bien ce qui est annoncé par rapport à l'ampleur du projet, on est loin du compte. Et ça m'amène à la conclusion du philosophe allemand Hans Jonas qui nous disait « La voie prise depuis 2 siècles ne peut que mener vers l'impasse tragique. La révolution industrielle a marqué le début de la destruction massive, intensive du monde vivant,
et nous sommes encore dedans. Alors, ce qui est intéressant, c'est que dans votre génération, il y a beaucoup de gens qui prennent ça avec humour. Et j'avais relevé ces images lors des dernières manifestations. Les calottes sont cuites. Voilà où on en est. Et aujourd'hui, ce qu'il faut accepter pour traverser cette période, c'est d'accepter qu'il est trop tard pour revenir en arrière. On en reparlera tout à l'heure peut-être dans les questions-réponses, comment traverser la collapso-dépression. Il faut accepter que les choses sont irréversibles, que oui, les glaces fondent, et à court terme, on n'a pas les moyens d'arrêter la fonte de la glace. Donc de toute façon, on va vers un dérèglement climatique. La question qui se pose, c'est est-ce qu'on va à plus 1,5 ? Est-ce qu'on va à plus 2 ? Est-ce qu'on va à plus 2,5 ? Est-ce qu'on va à plus 3 ? Est-ce qu'on va à plus 4 ? Est-ce qu'on va à plus 5 ? Et là, la question. Chaque demi-degré a son importance, car chaque demi-degré, ce sont des glaciers qui fondent, ce sont des tempêtes qui se renforcent, ce sont des canicules de plus en plus fortes, ce sont des migrations de plus en plus importantes, ce sont des souffrances humaines de plus en plus fortes. Chaque demi-degré compte. Donc la question, c'est jusqu'où on va dans cette course folle qui nous emmène vers le chaos climatique et qui nous emmène vers un futur qui n'est pas très réjouissant. J'aime beaucoup ce dessin de Banksy. Nos futurs, effectivement, si on ne change pas, votre génération et la génération suivante aura un futur bien sombre. Alors, une fois que j'ai dit ça, je vous ai rien appris, vous le savez. Ce n'est pas très réjouissant. Maintenant, on va passer aux bonnes nouvelles. Une fois qu'on a dit ça, c'est ce qu'on appelle la collapsologie. La collapsologie a raison. Mais à mon avis, elle ne prend pas en compte un phénomène qu'on appelle l'inattendu, l'improbable. L'inattendu, c'est le surgissement de quelque chose qui n'est pas anticipé. L'improbable, c'est le surgissement d'un événement qui n'est pas calculé. On ne le probabilise pas. C'est tellement faible comme possibilité, c'est tellement marginal, tellement anecdotique, que personne ne prend la peine de calculer ce scénario. C'est ça l'improbable. Et comme nous dit Edgar Morin, qui est un peu mon maître à penser en philosophie, parce que j'estime qu'il a fait un apport à la communauté humaine incroyable ces dernières années, on a beau savoir que tout ce qui s'est passé d'important dans l'histoire et dans notre vie était totalement inattendu, on continue à agir comme si rien d'inattendu ne devait désormais arriver. L'espèce humaine, et notamment nous occidentaux et peut-être aussi d'autres cultures, nous avons une incapacité à accepter l'improbabilité, l'inattendu dans nos schémas de pensée. Nous sommes dans une posture intellectuelle très cartésienne de maîtrise. Donc aujourd'hui, on en est effectivement arrivé au point où en 2020, on regarde comment l'économie s'est comportée depuis 50 ans, quels sont les gaz à effet de serre émis depuis la période pré-industrielle, et on fait une projection sur les 40 prochaines années. Ça, c'est une projection si rien ne change, si rien d'inattendu n'arrive. Et ce qui m'a rassuré ces derniers mois, et c'est peut-être une synchronicité, on en reparlera tout à l'heure, c'est qu'au moment où je commence à rédiger ce livre, cette pensée, quelques mois après, surgit un événement incroyable. Rien ne peut nous faire changer de trajectoire, hormis le surgissement d'événements improbables. Et on a eu le premier événement improbable, qui est vraiment mondial, le Covid, ou la Covid, vous appelez comme vous voulez, cette pandémie. C'est incroyable, cette pandémie. C'est incroyablement dévastateur pour des gens qui perdent des proches ou des gens qui sont malades, ça faut l'accepter. C'est catastrophique pour des gens qui perdent leur emploi, qui se retrouvent socialement encore plus dégradés qu'avant et dans des conditions de stress financier difficiles. Mais si on prend le recul sur 10 ans, 15 ans, 20 ans, c'est une chance incroyable pour vous, pour le vivant et pour la nature. Parce que pour la première fois dans l'histoire récente de l'économie mondiale, nous avons la preuve et la démonstration que tout peut s'arrêter et que tout peut changer. Attention, ça ne veut pas dire que tout va changer tout de suite. Le monde d'après, comme avaient dit certains pendant le confinement, ça va prendre quelques années. On ne change pas une économie en 3 mois. Donc ça va prendre un peu de temps. Mais on a enfin la preuve que l'on peut changer les choses. Et ça, c'est extrêmement important en termes d'espoir et d'intention pour vous, parce que jusqu'ici, et pourquoi j'ai mis l'exemple d'Airbus? Parce que des gens de l'aéronautique, j'en croise souvent, des gens d'Airbus, j'en croise dans mes réunions, et j'en croise des sous-traitants aussi. Et ça fait 10 ans qu'ils me disent, nous, Yannick, le marché, il y a 30 ans de visibilité. 30 ans. C'est comme ça. Et moi, toujours dans ma prudence, où j'avais toujours ce fond d'inattendu en moi qui peut-être quelque part me tournait la tête, je leur disais, mais êtes-vous bien sûr? Parce qu'il peut se passer une loi qui interdit les avions de voler parce qu'on pollue trop, parce qu'il peut se passer un désamour des gens pour l'aéronautique et pour l'avion. C'est un peu ce qu'on a eu il y a 2 ans avec la fameuse honte de voler. Ils me disaient non, quoi qu'il se passe, ça c'est marginal. La Chine se développe, l'Afrique se développe, l'Amérique du Sud se développe, les gens prennent l'avion,
les locaux se développent, on a une visibilité incroyable. Rien ne remettra en cause notre scénario de croissance. Et vous avez, en l'espace de quelques semaines, toute la flotte aéronautique mondiale qui reste clouée au sol, avec une casse sociale, bien sûr, à court terme, mais sur le concept, c'est bien la preuve que tout peut s'arrêter. Et habitant à Nantes, pas très loin de l'aéroport, je vous assure, ça a changé ma vie depuis 6 mois. Beaucoup moins d'avions qui passent. Chose inimaginable il y a encore un an. Donc cet improbable qui surgit nous dit quoi? Il nous dit qu'une autre voie économique est possible, à condition après de l'accompagner, ce qu'on appelle la transition, d'accompagner les gens qui perdent leur emploi, d'accompagner la transformation. Mais une autre voie économique est possible. Alors que qu'est-ce que j'entendais depuis 30 ans, depuis que je suis sorti d'école? Il n'y avait qu'une voie, celle de la croissance, de la production, dont un indicateur obsolète s'appelle le PIB, et qu'on suit à la lettre en disant génial, le PIB prend 0,1%, et quand il recule, on dit qu'il est en croissance négative de moins 11% pour cette année. Il n'est pas en décroissance. On ne peut pas prononcer ce mot. On est dans une forme de pensée unique qui nous empêche de penser autrement l'économie. Ce qui est fort intéressant, c'est que Carl Gustav Jung, le psychanalyste contemporain de Freud, donc du XXe siècle, nous dit que les crises, les bouleversements, les maladies ne surgissent pas par hasard. Ils nous servent d'indicateur pour rectifier une trajectoire, explorer de nouvelles orientations et expérimenter un autre chemin de vie. C'est de ça dont je vais vous parler aujourd'hui. Pas de hasard, on va voir pourquoi il n'y a pas de hasard. 2, c'est l'occasion de changer de trajectoire, c'est ce qu'on a commencé à faire avec la Covid, une bifurcation à droite, on commence à bifurquer un peu, à ralentir un peu, on essaye de reprendre la route comme avant, et on injecte du carburant dans le véhicule en mettant de l'essence, c'est-à-dire des liquidités et de l'endettement pour que l'économie reparte, mais le moteur il commence à caler un peu, à brouter un peu, et je ne serais pas étonné qu'il s'arrête brutalement dans quelques kilomètres, parce qu'il va être noyé. Noyé de liquidités, noyé de dette. Et expérimenter d'autres chemins de vie, on verra que l'humanité commence à vibrer, à s'élever en conscience, et que déjà, des acteurs partout dans le monde commencent à vivre autrement, travailler autrement, entreprendre autrement. Première chose, donc, ce Covid arrive, cette pandémie arrive, événement improbable, inattendu, on n'était pas prêt, et c'est l'occasion donc d'en tirer un signal. Et ce signal, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit finalement, cette crise pandémique, c'est une toute petite vague. C'est pas grand-chose. Oui, bien sûr, c'est spectaculaire. BFM, CNews compte les morts en direct, donc c'est très spectaculaire. Je vous rappelle que la grippe de Hong Kong en 1969 a tué 32 000 personnes durant l'hiver 68-69, et qui s'en rappellent. Je ne veux pas minimiser ce qui se passe aujourd'hui, mais c'est juste le remettre en considération. Aujourd'hui, c'est très médiatisé, donc ça prend une proportion encore plus forte et c'est encore plus anxiogène. Et cette crise qui est en train de mettre l'économie mondiale au tapis, parce qu'il n'est pas sûr qu'on ait une reprise économique aussi forte qu'en 2019-2018 après la pandémie, c'est-à-dire pour en 2021, eh bien, ce n'est rien par rapport à ce qu'on va devoir affronter. Parce que derrière, on va avoir une récession économique incroyablement forte. Nous sommes en France, on a la chance d'avoir des subventions, des aides de l'État, mais allez voir ce qui se passe aux États-Unis actuellement, allez voir ce qui se passe dans les pays d'Afrique, allez voir ce qui se passe dans certains pays d'Asie, c'est une catastrophe humaine. Il n'y a plus de boulot du tout, il n'y a plus rien. On est dans la récession. Et on parle même en Europe d'un scénario à la japonaise. Déflation, une économie qui ne repart pas, mais un emploi finalement qui va se maintenir quand même, et une économie japonaise qui se débrouille, mais ça va, ce n'est pas la catastrophe. On va peut-être vers cette non-croissance, une espèce d'économie molle, où on a un taux de chômage important, mais en même temps, ça continue. Et peut-être qu'on va vers quelque chose de plus grave, peut-être une crise de 29 bis, avec énormément de chômeurs, énormément de misère. Et puis derrière, on a l'occasion, par cette crise, de se dire, bon, c'est un avertissement, il est temps de se préparer aussi à la crise climatique. Donc, de mettre de l'argent dans les secteurs qui vont préparer l'avenir. Les plans de relance. Quels sont les secteurs d'activité qu'on privilégie, puisqu'on a l'occasion de redistribuer les cartes, pour préparer l'avenir de nos enfants, votre avenir. Et puis, il y a une quatrième crise en toile de fond, qui est celle de la biodiversité, qui, elle, nous permet de nous alimenter, de vivre, de respirer, et qui est indissociable des autres crises. Tout ça pour vous dire quoi? Quand on est dans un tunnel de crise, que j'appelle une métacrise, on est en plein dedans, ça y est, on est dedans. Et les événements improbables, inattendus vont s'enchaîner parce qu'ils sont complexes, ils sont tous liés les uns les autres. De la crise sanitaire naît une crise économique, laquelle peut entraîner une crise financière, laquelle peut entraîner ou diminuer la crise climatique et la crise de la biodiversité, à nous de choisir, laquelle entraîne une crise philosophique sociétale. Des gens ont commencé à penser autrement pendant le confinement et certains continuent à penser autrement après ce confinement. Ils ont eu des prises de conscience sur la lenteur, j'y reviendrai. Donc cette crise, qu'est-ce qu'elle nous enseigne? Qu'il est possible de faire autrement, et surtout, elle nous a démontré que nous n'étions pas résilients. Que malgré le fait que des gens comme Elon Musk envoient des fusées qui décollent dans l'espace, qui viennent se reposer
sur leur base de départ avec SpaceX, malgré le fait qu'on ait des algorithmes d'une puissance incroyable dans l'histoire de l'humanité et qu'on arrive à créer une interface cerveau-machine, ce qui est bluffant, époustouflant, nous ne sommes pas résilients face à un petit micro-organisme qui peut arrêter l'économie mondiale. Parce qu'au-delà du fait que l'économie mondiale s'arrête, nous sommes pris en flagrant délit de non-résilience. On s'est rendu compte que notre modèle économique dit moderne est d'une extrême fragilité. Que se serait-il passé, et vous allez voir à quel point on est fragile, si ce virus avait un taux de morbidité bien plus important que celui que nous avons aujourd'hui? Un virus vraiment très, très dangereux, très mortel, où vous avez 5 à 6% de gens qui contaminés morts. Vous croyez que les chauffeurs routiers auraient pris leur camion pour nous apporter de la nourriture? Vous croyez que les gens qui étaient à la caisse du supermarché auraient continué à travailler en risquant de mourir le soir parce qu'ils avaient contracté le virus? Vous croyez que les ouvriers de l'agroalimentaire auraient continué à nous préparer de la nourriture? Vous croyez que les centrales nucléaires auraient été toujours mises en service par des équipes qui allaient risquer leur vie pour que vous puissiez vous chauffer? La grande peste médiévale a tué 30% de la population. On aurait un virus aussi virulent que la peste, ne serait-ce que 10%. Qu'est-ce qui se passe? Tout s'arrête. Ça, c'est l'effondrement. Tout s'arrête. Et on se rend compte à quel point nous avons bâti une économie mondiale, mondialisée, en flux tendu, dépendante de ce qu'on appelle une logistique. Pour ceux qui connaissent, on parle de supply chain management. Il faut toujours améliorer la chaîne logistique, être en flux tendu. Mais ces flux tendus nous ont amenés à externaliser la production de notre nourriture, externaliser la production d'énergie, externaliser la capacité à avoir de l'eau chez soi. Et tout ça est extrêmement récent parce que mes grands-parents, dans les années 50, juste après la guerre, avaient encore un potager dans leur jardin. Il y avait un puits. Donc, quoi qu'il se passe, on pouvait être en autarcie, on pouvait être en confinement, manger, boire. C'était la base. Ils avaient des conserves pour l'hiver. Tout le monde avait ça dans sa maison. Et en l'espace de quelques décennies, on a complètement balayé ce bon sens. On a cru en une logistique imparable, infaillible, sauf qu'un grain de sable et la logistique s'arrête. Nous ne sommes pas résilients, nous sommes d'une grande fragilité et c'est ça le danger qui guette. La bonne nouvelle, et vous êtes bien placé pour le savoir, c'est que toutes les technologies existent pour créer de la résilience énergétique, de l'autonomie, il faut travailler dessus. Toutes les techniques existent déjà pour remettre de l'autonomie alimentaire et ça a déjà commencé, ce qu'on appelle les ceintures vertes autour des villes, l'agriculture urbaine, tout ça c'est en cours et que dans quelques années, croisons les doigts pour qu'il n'y ait pas une pandémie plus dévastatrice dans les 10 ans qui viennent, mais d'ici 10 à 15 ans, il y a de fortes chances qu'on ait retrouvé une forme d'autonomie alimentaire pour au moins quelques jours, quelques semaines, pas forcément pour l'année, mais pour faire la jonction, le temps que la chaîne logistique soit remise en état. Et là où on voit qu'on n'est pas non plus résilient au-delà de la crise sanitaire, c'est que la crise climatique, la crise écologique, l'urgence qui est en train de se mettre en place, nous a montré cet été que nous avions une dépendance à un réseau énergétique qui lui aussi est fragile. En Californie, la canicule a entraîné des coupures d'énergie. Incendies, coupures d'énergie. Parce que des installations brûlent, les infrastructures sont inaccessibles. Récemment, vous le savez, au mois de septembre en France, des réacteurs nucléaires tournaient au ralenti. Pourquoi ils tournaient au ralenti? Parce que l'eau du Rhône, notamment, était trop élevée en température. Et une réglementation interdit, fort heureusement, pour préserver la biodiversité, que l'industrie nucléaire rejette des eaux chaudes sur de l'eau très chaude, de façon à ne pas faire trop monter la température du fleuve et à éliminer tous les micro-organismes qui sont essentiels à la vie. Donc, on a dit à RTE, à EDF, aux gens qui travaillent sur le réseau énergétique, baissez la production d'énergie nucléaire, faites en sorte que le noyau dégage moins de chaleur pour qu'on ait une eau moins chaude à la sortie quand on va la rejeter dans le fleuve. Ça nous dit quoi, ça? Et il ne s'agit pas d'ouvrir le débat du nucléaire, ce n'est pas la question, ce n'est pas le sujet du jour. Mais par rapport aux infrastructures dont nous disposons en France, il y a urgence à développer l'autonomie énergétique, donc hydroélectricité, photovoltaïque, géothermie, tout ce que vous connaissez et qu'on vous enseigne. Il y a urgence à le faire très, très, très rapidement, parce que si dans 10 ans, on a une canicule qui dure 4 mois, de juin à fin septembre, qui fait plus de 40 degrés, et qu'on dit de ralentir la production énergétique globale, on va peut-être importer un peu d'énergie, mais imaginez que ça touche toute l'Europe. Qu'est-ce qui se passe? Parce que chacun pour soi. Chacun garde l'énergie pour son pays d'abord. Et derrière, vous avez un krach économique dû à une déficience énergétique. Nos infrastructures modernes ne sont pas résilientes face à ce qui est en train de se profiler. Donc, il faut en prendre conscience pour les transformer. Au niveau de la transition écologique, on équipe tout aujourd'hui de batteries lithium-ion, cobalt, nickel, lithium, etc. Très bien.
Sauf que y a-t-il assez de nickel, y a-t-il assez de lithium pour que des milliards de voitures roulent en motorisation électrique? La réponse de la côté, c'est non, on n'a pas assez. Ça veut dire quoi? Que là encore, on est dans un leurre. On s'emballe pour le véhicule électrique, mais on n'est même pas sûr d'avoir en amont les ressources qui assureront le fait qu'on passe vraiment un effet de levier. Et en plus, je ne parle pas de l'extraction du lithium et du cobalt, qui sont une catastrophe humaine ou écologique, ou parfois les deux. Bref, on ne prévoit pas. Il serait peut-être temps d'aller vers des énergies totalement propres. Peut-être que c'est l'hydrogène, l'énergie de demain, mais une hydrogène propre, donc issue d'une réaction et d'une électricité propre et qui ne dépend pas des énergies fossiles. Au niveau de la nature, l'humanité est entrée depuis quelques siècles, et j'en parlais tout à l'heure, dans ce que j'appelle un déni de nature. La science dominatrice, la science qui explique tout, la science qui maîtrise, nous a coupé du vivant, nous a coupé de la nature, et à tel point que l'humanité vit sans la nature. Quand je dis l'humanité vit sans la nature, on va dire les gens occidentalisés dans leur mode de vie. Bien sûr, on a des arbres, c'est de l'agrément. Bien sûr, on a des pelouses pour se reposer, pour pique-niquer. Bien sûr, on va à la mer se baigner de temps en temps. Mais est-ce qu'on vit vraiment avec la nature? Les urbains, et je vous rappelle qu'il y a 3 milliards de personnes urbanisées dans le monde à peu près, grosso modo, les urbains se sont coupés du vivant. La sédentarisation agricole, il y a 12 000 ans, a commencé à nous extraire de la nature. On a commencé à s'urbaniser. Et au fil des siècles, on s'est tellement coupé du vivant qu'aujourd'hui, un ciel étoilé, c'est extrêmement rare. Et il y a énormément de gens qui ne regardent jamais les étoiles, qui ne regardent jamais un arbre pousser, qui ne regardent jamais ce qui se passe autour d'eux. Nous sommes dans un déni total, alors que la vie, c'est la nature. J'en parlais tout à l'heure, il y a un besoin de se reconnecter, de se réconcilier et d'inventer avec le vivant. Donc des innovations technologiques qui vont être au service de la préservation du vivant et donc au service de l'humanité. Et donc viser un zéro pollution d'ici la fin du siècle, inévitablement. Parce que ça va être très long d'aller vers le zéro pollution. Et pourquoi c'est important? C'est important pour notre survie de l'espèce humaine, parce que je vous rappelle qu'aucune espèce animale ou végétale n'a besoin de nous pour s'épanouir. Donc c'est-à-dire que le virus, c'est qui dans l'histoire? C'est qui le parasite? C'est l'humain. Si je veux être assez cynique, s'il y a bien un parasite sur Terre, c'est l'humain. On représente moins d'1% de la biomasse, on détruit tout. C'est ce que font les virus. On a une hôte, la Terre. Si on ne réagit pas, on va finir comme un parasite, on mourra tout seul. Donc urgence à se réconcilier, et urgence économique à se réconcilier rapidement. Pourquoi? Parce que le fameux signe vert, il est en train de se mettre en place. Pourquoi je parle du signe vert? C'est en référence au roman de Taleb, Le signe noir, qui avait été écrit avant la crise des subprimes. Le signe noir dans la finance, c'est l'oiseau qu'on ne veut pas voir. On voit que les signes blancs, les bonnes nouvelles, tout ce qui est clair. Ça, on adore les signes blancs. Mais le signe noir qui se balade quelque part sur le lac, personne ne s'intéresse à lui. C'est marginal, il n'y en a qu'un d'ailleurs, ce n'est pas la norme. Et puis quand ce signe noir prend de la place, on a un effondrement, on a un crack. C'est Lehman Brothers en 2008, c'est la crise des subprimes. C'était facile d'imaginer que la crise des subprimes allait arriver. Je dis ça sans flagornerie, mais sans fierté mal placée. En 2007, j'ai écrit un livre qui s'appelle L'Alter Entreprise. Je parlais de la crise boursière qui allait arriver parce qu'elle avait déjà commencé en 2007. Juillet 2007, Bear Stearns fait faillite. Un an après, c'était Lehman Brothers. Mais avec la faillite de Bear Stearns et le manque de liquidité sur ce qu'on appelait les SICAV monétaires à l'époque, il était évident qu'on allait vers une crise financière. Donc on le voyait, ce signe, et personne ne voulait le voir. Jusqu'au crack. Voilà. Et quand le crack arrive, c'est trop tard. Qu'est-ce qui se passe au niveau écologique? Aujourd'hui, il y a encore des gens qui vous disent « bon, l'environnement, ça suffit ». Vous voyez à qui je pense? Laissez-nous croître. C'est bon, quoi, les écolos, ces ayatollahs verts, ces khmers verts, ça commence à suffire. J'entends tout le temps. Et c'est même en train de s'accentuer en ce moment. Il y a une sorte de cristallisation, de crispation autour de l'écologie. Ces maires écolos qui veulent pas mettre de sapin à Noël et qui nous empêchent de croître. Non mais franchement. Donc il y a beaucoup de violence en ce moment. Mais la vraie violence, elle est où? Elle est du côté de ceux qui ne veulent pas considérer le vivant comme étant la pierre angulaire de l'économie humaine. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'on est en train de donner naissance à un beau signe vert, c'est-à-dire que le changement climatique sera à l'origine de la prochaine crise financière. Parce que ça va coûter combien d'indemniser la vallée de la Vésubie? Ça va coûter combien de transformer le sud-est de la France, qui sera peut-être invivable dans 30 ans, parce qu'il fera trop chaud, trop d'inondations, il y aura la dengue, il y aura le Zika, il y aura le palu peut-être. Ça va coûter combien de produire, de soutenir une agriculture en Espagne, en Andalousie, ce qu'on appelle la mer de plastique, Almeria, où ils fournissent des légumes pas chers, mais il n'y a déjà plus d'eau, les nappes phréatiques sont secs, sont sèches, il n'y a plus rien.
Combien ça va coûter? Ça va coûter combien d'aider les pays d'Afrique du Nord à vivre décemment dans une chaleur qui sera insoutenable, etc., etc. Et il y a une phrase d'Henri de Castres, le président d'AXA, l'ex-président d'AXA, qui est le premier assureur mondial que j'aime beaucoup. Sa phrase, pas l'homme, hein, mais la phrase, l'homme je ne le connais pas. Un monde à plus 2 degrés pourrait encore être assurable, un monde à plus 4 degrés ne le serait certainement plus. Mais oui, parce que derrière chaque catastrophe naturelle, il y a un coût. C'est le coût de la reconstruction, c'est l'indemnisation. Et c'est là où on voit que les gens qui prônent une croissance décorrélée du climat, décorrélée de la nature, une croissance linéaire sans tenir compte des externalités, mais sont complètement à côté de la plaque. Parce qu'à l'arrivée, ils vont être perdants. Ces gens qui sont omnibulés par le gain, le toujours plus, ils vont venir par perdre tout leur capital s'ils ne prennent pas en compte le vivant. C'est une évidence. Ça crève les yeux. L'inaction va coûter plus cher que l'action. Et là où le Covid, comme je vous disais en préambule, est plutôt une bonne nouvelle, entre guillemets, je le remets dans le contexte, hein, une bonne nouvelle si on prend du recul, pas si on compte les morts et les maladies, est une bonne nouvelle pour l'économie en global, c'est qu'il nous pousse, cette crise, cette pandémie nous pousse à réagir, à ouvrir les yeux, avant qu'on ait affronté la crise climatique, celle de la biodiversité, qui va coûter des millions et des millions de vies humaines et des milliards d'euros. Pour l'instant, les sommes ne sont pas si importantes. Donc cette crise, finalement, ce qui nous arrive, je vais être toujours dans ce côté prise de recul, hein, c'est finalement, ça arrive au bon moment. C'était le moment où il fallait que ça arrive. Pourquoi ça arrive au bon moment? Parce que je vous rappelle qu'aujourd'hui, on dépense en moyenne 11 à 12 tonnes de carbone par individu en France. Pour atteindre l'objectif que les accords de Paris ont ratifié en 2015, ce qu'on appelle la neutralité carbone. La neutralité, c'est ne pas émettre zéro carbone, c'est ne pas émettre plus que ce que les océans et les forêts peuvent absorber et retraiter. J'émets 2, la Terre peut absorber 2. Donc, il faut qu'on aille à 2 tonnes. On a 30 ans pour passer de 12 à 2. 30 ans, vous voyez sur le graphique, pour repenser la mobilité, repenser l'habitat, repenser l'alimentation, repenser les biens de service, enfin, repenser tout, repenser ce qu'on appelle l'économie. Économie, je vous rappelle, en grec, c'est oikonomia, la gestion de la maison. Il faut gérer la maison autrement. Il faut changer le mobilier, il faut changer le chauffage, il faut changer le jardin, il faut tout changer. Donc, c'est super enthousiasmant pour des jeunes, parce qu'il y a tout à inventer. Il y a un gisement d'innovation incroyable, à condition de faire table rase. Alors, ce n'est pas gentil pour vos professeurs, mais table rase de ce qu'on vous apprend. Alors, il faut connaître le système actuel pour le changer. C'est par là qu'il va falloir s'ouvrir aussi à des choses qui n'existent pas encore et ne pas se laisser enfermer dans un carcan de pensée. Et ça arrive au bon moment parce que si c'était arrivé, cette crise sanitaire, en 2029, je vous rappelle que, selon les accords de Paris, avant d'atteindre la neutralité en 2050, il faut qu'on soit à moins 40% de gaz à effet de serre en 2030. C'est l'étape, le first step, comme on dit, le premier pas. Il faut qu'on soit à cette étape. 2029, crise sanitaire, pour être à moins 40% en 2030, c'est impossible. Impossible. Pourquoi je vous dis 2029? Ça aurait pu surgir en 2029. Et comme au niveau mondial, nous sommes dans l'incapacité aujourd'hui de réduire nos émissions de gaz à effet de serre tous les ans, on était en augmentation encore en 2019, eh bien c'est une bonne nouvelle que ça arrive maintenant, parce que maintenant, il nous reste 10 ans pour faire le chemin. Et là où c'est une bonne nouvelle, c'est qu'il semblerait, on le verra à la fin de l'année, qu'en 2020, pour la première fois dans l'histoire récente, on ait réussi à ralentir nos émissions de gaz à effet de serre, voire à ne plus entamer la planète aussi fortement. C'est-à-dire qu'il y a eu arrêt, il y a une reprise forte en ce moment dans certains pays comme la Chine, mais globalement, à l'issue de cette crise, on se rend compte qu'on peut éviter le pire et on peut diminuer. Mais c'est un coût économique et social. Et ça, c'est inévitable. Et une fois encore, le coût économique et social sera bien pire si on ne bouge pas. Donc cette crise, elle nous invite à quoi? Elle nous invite à la non-fatalité. Il n'y a pas de fatalité, l'effondrement n'est pas assuré, tout peut changer, tout peut s'arrêter, tout peut recommencer. Ça, c'est super important. Et je vais faire un petit focus rapide sur la notion d'apocalypse. Le mot apocalypse, qui est prôné comme étant le chaos global, beaucoup de gens ont peur de l'apocalypse planétaire. L'apocalypse, en psychanalyse, c'est une révélation, c'est une transformation, c'est une étape, c'est l'occasion de reconstruire, c'est une renaissance. Et puis, ça vient du terme grec apocalypsis, qui veut dire ce qui n'est pas encore révélé, ce qui est encore caché. Apo, c'est loin, c'est la distance. Calypsis, c'est caché, recouvert. Donc, finalement, ce qui nous arrive, et j'en parlais tout à l'heure, c'est peut-être un chemin initiatique pour mieux comprendre la vie, mieux comprendre le fonctionnement du vivant, biomimétisme, et mieux reprendre notre place dans un environnement naturel. Ce n'est pas une fatalité, pourquoi?
Parce que non seulement elle arrive au bon moment, on se rend compte que ça peut s'arrêter, mais en plus, cette crise, elle a le mérite de nous dire qu'il y a de l'argent. Il y a beaucoup plus d'argent qu'on pense. Ça fait quand même une quinzaine d'années que je m'intéresse aux questions de dérèglement climatique et de transition. Et puis j'entends tous les ans, ouais, ça coûte trop cher le climat, on n'a pas les moyens, tu te rends bien compte, il faut investir. Mais non, on ne peut pas, on est coincé. Et d'ailleurs, la COP25 à Madrid, il ne s'est rien décidé parce qu'il voulait mettre des milliards d'euros sur la table pour accompagner la fameuse transition écologique. Donc il n'y avait pas d'argent. Et là, vous avez un petit virus qui bloque l'économie linéaire, l'économie mortifère, l'économie de l'hyperconsommation. 5 000 milliards sont débloqués en quelques heures. Enfin, c'est des promesses. On va débloquer des milliards de dollars. Les États-Unis ont accru le déficit budgétaire de 3 000 milliards, là, ça y est. Et ils vont continuer. Les fameux critères de Maastricht, ça doit vous dire quelque chose. Nous, ça nous dit encore plus, les gens qui ont 50 ans, parce qu'on est sortis, première année de fin d'études, on nous parle de Maastricht, les critères de Maastricht, et puis voilà, c'était gravé dans le marbre. Il n'y avait plus d'argent, ce qu'on appelle la rigueur budgétaire. L'Europe est en rigueur budgétaire depuis au moins 30 ans. Au mois de mars, je ne sais plus, c'est le 25 ou le 26 mars, une petite dépêche sur Le Monde, sur l'AFP, circule. Les Allemands ouvrent les vannes de l'endettement. C'est fini, les critères de Maastricht. Les fameux 3% du PIB, pas plus de dette que 3% du PIB, c'est fini, ça a volé en éclats. On entre dans une nouvelle ère, celle du surendettement, de l'hyperendettement des États, porté par les banques centrales, dont la Banque centrale européenne. Ça veut dire quoi? Que pendant 30 ans, on était dans le dogme de la rigueur, il n'y avait pas d'argent pour sauver le climat. Comme disait Hugo Chavez, si le climat avait été une banque, il y a longtemps qu'on l'aurait sauvé. Et pour le climat, il n'y a pas d'argent. Et là, il y a de l'argent. Donc, ça veut bien dire ce que ça veut dire, que si, alors on ne l'a pas fait ces derniers mois, assez à mon avis, mais si dans quelques mois, dans un an, dans 2 ans, des hommes et des femmes politiques dans le monde décident de mettre des milliards d'euros sur la table pour accompagner la transformation de l'économie mondiale et qu'elle soit compatible avec les questions écologiques, on peut le faire. On est tellement endetté que maintenant, il n'y a plus de limite, on peut le faire. Et ça, c'est une excellente nouvelle. Deuxième chose, cette crise, elle nous dit que le jour du dépassement, le jour où l'humanité a consommé plus de ressources que la Terre ne peut en produire, au niveau renouvelable, l'alimentation par exemple, ce jour du dépassement, depuis une trentaine d'années, il ne cesse d'avancer, d'avancer, d'avancer. Idéalement, il devrait être au 31 décembre, vous êtes d'accord? On ne consomme pas plus que ce que la Terre peut produire, en énergie, en alimentation, etc. Et d'année en année, comme on déforeste, on déboise, on appauvrit les sols, ce jour, il recule. Cette année, je mets encore au conditionnel parce que tout ça demande à être vérifié dans les prochains mois, mais nous aurions gagné, grosso modo, 3 semaines. On serait revenu au 22 août au lieu du 3 ou du 4 août. Ça veut dire que si on avait un jeûne économique, un jeûne, excusez-moi, je prononce mal, un jeûne économique, un ramadan, un carême, de 1 mois tous les ans ou de 1 mois et demi qui était volontaire, qui était imposé à l'économie mondiale, un ralentissement consenti, eh bien on pourrait tous les ans regagner 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Dans 10 ou 20 ans, c'est réglé. La Terre n'est plus en stress et l'humanité a changé de modèle. Mais ça veut dire qu'on accepte de ralentir sur l'hyperconsommation, ralentir sur la production et qu'on a fait une transformation de l'économie. Donc, ça veut dire qu'on débloque des fonds pour indemniser ceux qui sont perdants. La boucle est bouclée. Les fonds, on les a. Il ne manque plus que la volonté. Tout est possible et ça, c'est le grand enseignement. Tout est possible et donc on est à la veille d'une grande bifurcation. Pour moi, l'effondrement, c'est la ligne droite, c'est l'autoroute. On va tout droit, pied au plancher sur l'accélérateur et on fonce. On sait ce qu'il y a au fond, mais on continue quand même. Parce qu'il y a l'inconscience ou la cupidité d'une poignée d'individus qui ne veut pas s'arrêter et les autres sont un peu prisonniers du système. Beaucoup de gens ne peuvent pas s'arrêter, s'il faut travailler, il faut payer ses factures, il faut... Donc la responsabilité, c'est ceux qui pourraient nous aider à bifurquer, mais ils n'ont pas l'intention de s'arrêter. Donc on fonce. Et là, on a le premier obstacle qui est tombé sur la route, un gros caillou qu'on appelle la pandémie et qui nous a obligés à freiner et à bifurquer. Et puis, comme je dis, le véhicule, on essaye de le remettre sur la route. Il a pris un coup dans le pare-choc, on met de l'essence à fond, de l'endettement, et on essaie de faire repartir la machine. Et puis, elle va caler bientôt parce qu'il va y avoir d'autres crises. C'est ça qui est en train de se passer. Et ça, pour moi, c'est une excellente nouvelle. Alors, quels sont les événements inattendus, improbables qui vont surgir et qui pourraient nous obliger à changer? Il y en a des bons, il y en a des mauvais. Les mauvais, vous les connaissez, c'est la crise financière. L'effondrement du dollar, par exemple. Crise financière extrêmement grave. Le surendettement. Crise financière extrêmement grave. La violence. Vous voyez, aujourd'hui, des cabinets pensent qu'on va vers des émeutes, dans beaucoup de pays, les émeutes de la faim, parce que des gens sont en misère. Ça, ce n'est pas une bonne nouvelle. Et puis, il y a les bonnes nouvelles. La mobilisation citoyenne, je vous ai mis la Convention citoyenne, c'est une excellente nouvelle. Peut-être que demain, vous qui êtes dans cette salle, vous avez décidé de faire un sitting pacifique dans le monde entier, de tous vous asseoir, de ne plus aller travailler quand vous aurez 25 ans, 22 ans, j'en sais rien,
Et puis, l'économie mondiale va s'arrêter. Alors, bien sûr, on enverra les Robocop pour vous remettre au travail dans un premier temps. Il faut quand même que l'économie tourne. Mais quand les gens sont déterminés, qu'est-ce qui se passe? Ben, il y a un moment, on appelle ça une révolution. Peut-être qu'on a une rupture technologique, énergétique majeure qui va surgir dans les 10 prochaines années. Je vous rappelle que nos connaissances astronomiques, énergétiques du vivant sont infimes. Qu'est-ce que la matière noire? C'est quand même 98% de l'univers, je crois, la matière noire. C'est ce que c'est la matière noire? Personne ne sait ce que c'est. C'est une boîte à chaussures dans laquelle on met ce qu'on ne connaît pas. Toutes les particules élémentaires qu'on trouve, boson de Higgs et tout, bah, tout ça, les trous noirs, on voit à peu près ce que c'est maintenant, on en a vu en photo. On ne sait pas ce qu'il y a derrière. Donc, il y a un gisement possible de surgissement de découvertes qui sont incroyables. Puis la bonne nouvelle, c'est que cet épisode sanitaire nous a obligé certaines industries à lever le pied. Alors, c'est le cas de l'aéronautique, ça génère de la casse sociale, bien sûr, mais ça ralentit le tourisme de masse et destructeur à Barcelone, à Venise, dans des pays moins développés où on avait tout ravagé pour aller passer quelques semaines de vacances. Ça a obligé les pétroliers à repenser leur modèle, parce que vous vous rappelez des stocks de pétrole qui débordaient au mois de mars-avril, parce que la production étant toujours forte, mais la demande étant faible, le pétrole s'est effondré. Et aujourd'hui, des gens comme BP, comme Total, prennent vraiment un virage stratégique contraint et forcé. Ils ne sont pas plus écolos qu'avant, sauf qu'ils n'ont plus le choix. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on est rentré dans cette zone de turbulence qui peut faire peur. On parlera après pendant la question de comment la traverser. Elle peut faire peur, mais elle est assez enthousiasmante parce qu'elle nous rappelle que rien n'est écrit, que le futur n'est pas encore déterminé, que tout peut arriver parce que l'histoire n'est qu'une succession d'événements inattendus et improbables. Trouvez-moi un grand événement historique qui a changé l'histoire de l'humanité, qui était prévisible, écrit et qui allait assurément se passer. J'en connais pas. Je vous ai mis quelques exemples, 4 exemples, mais il y en a plein d'autres. L'exemple du droit de vote des femmes, début du XXe siècle, 300 suffragettes changent le monde. Elles réclament le droit de vote des femmes. Elles se font cracher dessus par les autres femmes, elles se font maltraiter par la police, elles se font tabasser, et une d'elles se jette sous les roues d'un carrosse, et c'est l'indignation, et finalement, elles ont gain de cause. Demandez aux hommes, au XIXe siècle, si les femmes pouvaient voter, que nenni, ça n'arrivera jamais. La résistance française, 2-3% de la population qui prennent le maquis et qui vont permettre le débarquement allié. Ça renverse le cours de l'histoire. Je vous rappelle que l'Allemagne a quasiment gagné la guerre. C'était un renversement extrêmement surprenant. La révolution russe, bien sûr, on a eu le stalinisme et le léninisme derrière, ce qui n'est pas forcément extraordinaire. Néanmoins, vous avez un régime monarchique qu'on appelle le tsarisme, qui pendant des siècles maîtrise la Russie et tout l'empire russe. Et vous avez une poignée d'individus dans une cave qu'on appelle les mencheviks et les bolcheviks, qui disent on va renverser le tsar et on va prendre le pouvoir, on va instaurer un pays communiste. N'importe quoi. C'est comme si dans cette classe, vous sortiez en me disant on va changer le monde. On va instaurer une économie compatible avec la nature. Et vous allez voir ce que vous allez voir. Je vous dis, bon, allez-y, c'est bien, allez-y. Je serai un petit peu sceptique, comme ils ne sont que 40-30, ça va être très difficile. Ils ont réussi à le faire. Et tout ça en 4 ans. Ça nous dit que l'histoire n'est pas écrite et que le surgissement d'événements improbables est devant nous, comme le surgissement de découvertes scientifiques qui sont inimaginables auparavant. J'aime bien cette phrase de Bohr qui nous dit que ce n'est pas en améliorant la bougie qu'on a inventé l'électricité, l'électricité a jailli. Et comme disait Einstein, toutes ces découvertes étaient des surgissements d'une image mentale dans son corps. Comme il disait, le Eureka jaillit. Mais 2 minutes avant, il n'avait pas la clé face à l'équation. Aujourd'hui, on a découvert, comme le boson de Higgs, c'est le surgissement d'une matière, d'une supputation d'hypothèse d'Einstein qui est prouvée. L'intelligence artificielle est aussi un surgissement incroyable. On peut en faire le pire des outils de surveillance et d'asservissement, comme on peut en faire le meilleur des outils pour mieux comprendre la nature, mieux comprendre l'utilisation des ressources et prendre des décisions réellement positives en termes de transformation écologique. Et ce qui est important de comprendre, c'est que n'ayez pas peur de rêver, n'ayez pas peur d'imaginer un récit positif pour le futur, parce que ce sont toujours les utopistes qui changent le monde. Ce ne sont pas les cyniques et les pragmatiques. Un pragmatique, il gère le quotidien, on appelle ça un administrateur dans une entreprise. Un entrepreneur, il imagine quelque chose qui n'existe pas encore. C'est un aventurier qui prend un risque, c'est un utopiste. Et aujourd'hui, je pense qu'on crève du manque d'aventuriers, d'utopistes,
et qu'on est trop réaliste et pragmatique. Il n'y a rien de pire dans une entreprise quand on vous dit « arrête de rêver ». Arrête de rêver. Ça, on l'entend tout le temps en réunion. L'utopiste qu'on montre du doigt, il faut qu'il arrête de rêver. N'importe quoi. Ah non, arrêtons de rêver, restons pragmatiques. La trajectoire, on la connaît. On sait où on va. Ça, c'est du pragmatisme. Effondrement. Ne change rien. Ce qui est important de comprendre, c'est que nous entrons donc dans cette période transitoire qui est comparable à la Renaissance, je vais en parler dans 2 minutes, qui est un entre-deux-mondes. Et dans cet entre-deux-mondes, seuls les utopistes peuvent imaginer le monde d'après. Vous avez à gauche le monde médiéval en Europe, le monde féodal. Il n'a rien à voir avec le monde moderne. Le monde moderne, c'est le monde de la science, le monde de la technique, le monde des démocraties, des monarchies constitutionnelles, etc. Ce n'est pas la même gouvernance, ce n'est pas la même technologie. Si vous aviez demandé à un contemporain du monde médiéval au XIIIe siècle d'imaginer le monde moderne, voire le monde d'aujourd'hui, qu'est-ce qui se serait passé? Il ne vous aurait pas cru. Nous sommes dans l'incapacité cognitive d'imaginer l'inattendu et d'imaginer un autre monde possible. Ça veut dire que le contemporain du Moyen-Âge ne peut pas imaginer le monde moderne qui va surgir et qui va mettre 3 siècles à prendre forme, ce qu'on appelle la Renaissance. Et aujourd'hui, nous sommes dans cette nouvelle Renaissance, cette nouvelle période transitoire. Et si je vous propose un monde où vont surgir des événements qui vont nous obliger à changer de trajectoire, à infléchir la courbe et à partir vers une économie réconciliée avec la nature, donc frugalité, etc., des innovations technologiques qui n'existent pas encore, que vous ne pouvez pas encore matérialiser dans vos cerveaux parce qu'elles n'ont pas encore surgi, vous allez me dire, non mais Yannick Roudeau, il est gentil, mais ça ne marchera jamais son truc. Soyons un peu réalistes. L'incapacité des contemporains à imaginer le monde de demain, ça, il faut l'avoir en tête. Ce que je veux dire par là, c'est que si je ne baisse pas les bras sur la possibilité qu'émerge un autre futur dans les prochaines années, c'est parce qu'il va y avoir des découvertes, des prises de décision, des mutations philosophiques, sociétales, que je ne peux pas imaginer, moi, aujourd'hui, en 2020. J'ai beau faire de la prospective, c'est d'imaginer ce qui va arriver, il y a une grande partie des choses que je ne peux pas matérialiser dans mon esprit parce que ce n'est pas imaginable, c'est totalement improbable. Vous voyez ce que je veux dire? C'est extrêmement important. Le pire, c'est de faire du futur antérieur, de regarder le futur à l'aune de ce qui s'est passé durant ces 50 dernières années. Ça, c'est ce que l'on fait tous au quotidien. Et c'est pour ça que les gens ont peur de l'effondrement. Parce qu'une fois encore, je vous rappelle qu'il est possible, mais il n'est pas assuré. Si on regarde le passé, on va vers l'effondrement. Si on s'ouvre à la renaissance, à la bifurcation, on est en train d'aller vers autre chose et l'humanité a déjà commencé à bifurquer. Alors, ce n'est pas spectaculaire parce que tout le monde n'a pas changé. Et aujourd'hui, on voit bien les plans de relance, c'est essayer de remettre en marche une voiture cabossée. On n'est pas en train de changer de véhicule. Néanmoins, certaines personnes, de manière marginale, dispersées dans le monde, ont commencé à changer leur rapport à la consommation, leur rapport au travail, leur rapport au temps. Et ce qui est très intéressant, c'est que pourquoi on est à nouveau dans cette renaissance? Ce qui est marquant dans la renaissance, ce n'est pas tant le fait d'avoir des artistes comme Botticelli, Léonard de Vinci, Michel-Ange, etc. C'est le fait que 2 événements inattendus surgissent et tordent le cours de l'histoire. Le cours de l'histoire au Moyen-Âge, c'est quoi? En Europe, l'Église est toute puissante. La gouvernance, elle est féodale. Et ça fait des siècles que c'est comme ça. Rien ne doit changer. Et la science a très peu de place au quotidien. Les scientifiques sont très peu écoutés. C'est le clergé qui a le pouvoir. Arrivent 2 événements inattendus. La découverte des Amériques, totalement inattendue, totalement improbable. Et puis un autre événement arrive, la fin du géocentrisme. Giordano Bruno, Copernic, Galilée remettent en cause notre vision aristotélicienne du système solaire. 2000 ans de vérité acquise qui volent en éclats. 2000 ans de certitude qui volent en éclats. La Terre n'est pas immobile au centre de l'univers. Ces 2 événements inattendus n'étaient pas écrits dans les religions monothéistes, ne sont pas dans les Écritures. Ce qui fait que le pouvoir ecclésiastique est affaibli brutalement. Que la science émerge parce que les gens ils restent croyants, mais se disent, bon, on va arrêter d'étudier uniquement les saintes Écritures, on va peut-être aller étudier ce qui se passe autour de nous, regarder les astres, essayer de comprendre. 2 événements inattendus renversent le cours de l'histoire, le pouvoir change de main, la science émerge, le monde médiéval disparaît, la modernité jaillit. Voilà ce qu'on est en train de vivre. C'est exactement la même chose, mais pour aller vers ce monde de demain, il faut accepter que nous sommes ignorants. Il y a eu révolution scientifique car les gens ont accepté leur ignorance par rapport au monde qui les entourait. Il y aura révolution biomimétique, révolution naturelle, parce que nous accepterons que nous ne maîtrisons pas le vivant et que nous ne connaissons rien de la vie et de ce qui fait que la nature est aussi créative et inventive face aux événements qui lui arrivent.
Donc nous quittons la modernité et nous allons vers la post-modernité. Et la modernité, je vous rappelle qu'on peut la définir selon 3 critères. La modernité, c'est l'apologie de l'individu. Aujourd'hui, on est en train d'aller vers plus de collaboration, plus de groupes, plus de coopératifs, de par l'outil, mais pas que, numérique. La modernité, c'est l'apologie du matérialisme comme étant la finalité d'un individu sur cette planète. Aujourd'hui, on va vers plus de frugalité, le post-matérialisme, les low-tech, la réparation, la collaboration, le partage. La modernité, c'est l'avènement de la rationalité, René Descartes, les Lumières, les philosophes, l'humanisme. Aujourd'hui, on va vers plus de spiritualité et moins de rationalité. Le dernier chapitre de ce que je vous proposais en quelques minutes est très spirituel, il est beaucoup moins rationnel. Et nous allons donc vers une économie que j'appelle relocalisée. Je me suis permis ce jeu de mots, de créer ce mot, la relocalisation, une économie avec plus d'autonomie, plus de temps, plus de lenteur, une économie plus résiliente. Et donc, on quitte la fuite en avant, l'hyperconsommation aveugle pour aller vers une relocalisation salvatrice. Et c'est déjà en cours. Et vous le savez, puisque vous êtes jeune étudiant, mais beaucoup de jeunes aujourd'hui se mobilisent, publient des tribunes, comme celle qui a été publiée en juillet dans le journal Libération, La rage de vivre, où ces jeunes nous disent on ne veut plus de la grande maison, de la grosse voiture, des grands voyages, on ne veut plus de la télévision au centre du salon, on veut une autre vie. Et ça, ce n'est pas anodin. Ça veut dire que toutes les cartes sont en train d'être distribuées, qu'une nouvelle société va émerger, plus frugale, confortable, mais plus frugale et donc plus compatible avec les enjeux de la biodiversité. Et il y a aussi ce mouvement pour un réveil écologique qui met sur sa page d'accueil. C'est une nécessité pour changer un système économique dans lequel nous ne croyons plus. Nous ne croyons plus dans ce système. Étudiants de grandes écoles, peut-être que parmi vous, certains ont signé cette charte. Et ce que j'aime beaucoup dans la démarche, c'est qu'ils ont compris que qui a le pouvoir de changer le monde aujourd'hui? Ceux à qui les entreprises font la danse du ventre, les étudiants de grandes écoles, dont vous faites partie. Regardez cette phrase, une entreprise qui n'arrive pas à recruter est vouée à l'échec. Vous voulez que je ne travaille chez vous? Vous allez m'expliquer ce qu'on va faire pour l'environnement, pour la planète, pour la biodiversité, pour l'humanité, et combien je vais te payer, bien sûr. Mais ça, c'est le « et », c'est pas le « ou ». On n'est pas dans la philanthropie, il faut vivre, d'accord. Mais cet engagement, il devient discriminant. Nous n'avons donc qu'une seule certitude aujourd'hui, c'est que si nous n'agissons pas, l'effondrement est assuré. Ça, c'est la seule certitude que nous avons. Par contre, nous n'avons aucune certitude que l'effondrement arrivera. Pourquoi? Parce que le prévisible se réalise rarement, l'improbable surgit souvent. Ça, c'est l'histoire de l'humanité. Note d'espoir, l'improbable, ça peut être une bonne surprise. Tout à l'heure, je vous ai montré les mauvaises surprises, krach financier, effondrement de la consommation. Du côté des bonnes surprises, excellente surprise, la nature est résiliente, elle peut nous surprendre. Elle peut nous surprendre si on lui laisse le temps de se reposer. Qu'est-ce qui s'est passé à Tchernobyl? 35 ans de zone irradiée, on ne peut plus mettre les pieds. Dans un premier temps, les bouleaux, les espèces d'arbres, les bouleaux, ont grillé, ils sont morts. Et puis, la nature étant faite ainsi, prise d'informations, épigénétique, changement de l'ADN, adaptation, évolution, et le bouleau repousse. Et aujourd'hui, il résiste aux radiations. Et la faune et la flore à Tchernobyl est extrêmement dense aujourd'hui. Il y a même des touristes qui vont en combinaison voir ce qui se passe. Ça veut dire quoi? Que si demain, on laisse du temps à la nature, et je l'ai vécu quand je suis allé en Amazonie il y a quelques années à la rencontre des producteurs de cacao qu'on aidait à financer par la mer Salée, ces producteurs de cacao, ces gens que vous voyez avec le sourire sur la photo, c'est des gens qui étaient esclaves des Colombiens pour faire de la cocaïne. Et la coca, ça lessive les sols, ça pompe tout. Le sol, il n'y a plus rien qui pousse. Et puis, il y a une guerre avec le gouvernement péruvien contre les narcos. Vous avez tous vu les films et les séries sur Pablo Escobar et autres. Et cette guerre fait qu'on chasse les narcos de cette zone-là. Les sols sont pauvres, ces gens-là, ils sont miséreux, ils n'ont plus rien à manger. C'était des esclaves, ils n'ont rien à manger. La terre ne produit plus, ils ont perdu leur famille. Et puis un jour, 2 ans après, il y a une petite pousse qui sort de la terre. Cette pousse, vous savez ce que c'est? C'est le cacao. Le cacao, les graines étaient en dormance à 1,50 m, 2 mètres sous terre. Elle avait laissé la place à la coca. Et la graine de cacao, elle prend l'information selon laquelle, la place est libre. Elle est là, la graine, elle remonte. Elle commence à germer, elle reprend la place. Et c'est devenu des producteurs de cacao. La nature est extrêmement puissante, mais il faut lui laisser le temps de se reposer et nous surprendre. Donc, l'une des pistes de résilience que l'on peut cultiver dans les 20 prochaines années, c'est que l'humanité décide, à un moment ou à un autre, est-ce que ce sera l'ONU, est-ce que ce sera au niveau de l'Europe, est-ce que ce sera au niveau des pays, de créer des moratoires sur la nature. Des grandes zones végétales, animales, auxquelles on ne touche plus pendant des siècles. Francis Allais, le botaniste, que vous connaissez peut-être,
qui est l'homme des forêts en France, un vieux monsieur brillant, extrêmement intéressant, a lancé l'idée en France de recréer une forêt primaire. Parce que pour qu'une forêt soit primaire, c'est-à-dire qu'aucun être humain n'y touche et qu'on ait une biodiversité incroyable, il faut au moins 6 siècles. Donc, il lance le projet, créons une forêt primaire en Europe. Aucun être humain n'aura le droit d'y mettre les pieds pendant 1000 ans. C'est le retour du temps long, c'est le retour des bâtisseurs de cathédrales. Je lance quelque chose dont je ne verrai pas la fin, parce que je ne le fais pas pour moi, je le fais pour moi et les autres. La satisfaction d'être à l'initiative et la satisfaction que ça donne quelque chose plus tard pour les autres générations. On peut faire des moratoires sur les océans, sur une partie, pour laisser les poissons se reproduire. Et on indemnisera les pêcheurs, on va dire artisans, ceux qui vivent de la pêche. On peut les indemniser grâce à des grands emprunts, comme on sait le faire aujourd'hui. On peut décider. C'est qu'une question de volonté. Comment financer cette transformation et ces moratoires sur la nature? Eh bien, créons la Banque centrale de la nature. On a la Banque centrale européenne qui finance l'économie, qui soutient l'économie. Créons une Banque centrale internationale qui va soutenir le vivant et sa réparation. Et cette Banque centrale de la nature pourrait très bien faire des emprunts mondiaux où vous mettriez 5 euros, 10 euros, d'autres 1000 euros, d'autres des milliers d'euros pour abonder ces emprunts. Effet de levier, on aurait des milliards d'euros à consacrer à la réparation du vivant et à des moratoires pour que la nature se régénère. C'est possible, certains l'ont fait. On peut reforester massivement un pays. L'an dernier, l'Éthiopie a planté 353 millions d'arbres en une journée, parce qu'ils sont directement impactés. Imaginez que dans toutes les écoles primaires, chaque enfant, le vendredi après-midi, aille planter un arbre quelque part dans sa commune. Ça fait combien d'enfants? Ça fait des millions d'enfants scolarisés. Ça fait des millions d'arbres tous les vendredis après-midi qui seraient plantés. Sur une année, 52 semaines, bon, on va dire 40 avec les vacances, ça fait peut-être des centaines de millions d'arbres qui seraient plantés sur le territoire. Tout ça en faisant de la pédagogie, de l'éducation. C'est facile à faire, il suffit de le décider. On peut aussi imaginer que pour protéger la nature et que les règles, les lois internationales de protection du vivant soient respectées, on crée une armée de casques verts. On a des casques bleus pour faire respecter la paix. Pourquoi on n'a pas des casques verts pour empêcher des bateaux de dégazer, pour empêcher des orpailleurs de déforester, pour empêcher des gens de rejeter de l'arsenic dans des rivières? Il faut que la loi soit respectée, une loi propice à l'environnement. Et donc, il nous faut d'une part des gens qui veillent à ce que ce soit respecté, c'est peut-être une armée de casques verts, et aussi il faut faire de l'écocide une notion légale, juridique, qu'on puisse créer un tribunal international des écocides, comme on le mettrait sûrement à Manaus, à mon avis, ce serait symbolique dans la forêt amazonienne, où les gens qui ne respectent pas cette préservation du vivant et ces moratoires seraient condamnés pour crimes contre l'humanité. Ce serait plus un un génocide, ce serait donc un écocide. Et puis, il y a des solutions très concrètes. Moi, je plaide beaucoup pour cette solution, pour accélérer la transformation économique, et donc cette transformation qu'on appelle cette transition écologique, qui sont les crédits, les quotas carbone individuels. L'idée est politiquement soutenue par 2-3 députés en France, mais au niveau international, on pourrait être beaucoup plus ambitieux. C'est-à-dire qu'on a, à une époque, octroyé des quotas, des droits à polluer aux entreprises, aux pays puis aux entreprises. Ça n'a rien changé. On a continué à émettre toujours plus de pluie. Si on partait du principe qu'il y a X milliards de tonnes de carbone qui peuvent être rejetées dans l'atmosphère chaque année, de façon à rester dans les accords de Paris, plus 1,5 degré. Chaque année, on baisserait ce quota global pour arriver à 2 tonnes en 2050. Donc sur 30 ans, je pars de 12 tonnes, il faut que j'aille à 2 sur 30 ans. Chaque année, vous faites une équation, vous descendez. C'est simple. Chaque individu sur cette planète a le même quota de carbone. Donc imaginons que demain, en 2021, on a tous 9 tonnes, ou 10. Pas 12, mais 10. On a 10 tonnes chacun, partout dans le monde. Et puis l'année prochaine, on aura 9 tonnes. Et puis après, on aura 8 tonnes et demie, et ainsi de suite, on descendra. Que vous soyez au fin fond de l'Afrique, au fin fond de l'Asie ou dans une capitale européenne, vous avez un quota de carbone défini. Avec ce quota, vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Parce qu'on a un algorithme, des algorithmes, des applis, et c'est là où cette banque est intéressante, d'économie. Une appli qui, en fonction de vos dépenses monétaires, est capable de dire ce que vous avez acheté et donc ce que vous avez consommé comme carbone. Vous avez acheté des carottes locales, c'est X tonnes. Vous avez acheté des carottes importées d'Espagne, c'est plus de kilos, etc. On est capable de calculer les kilos, les grammes et les centimètres de carbone dépensés pour tout ce que l'on fait dans la vie. Le tramway, le vélo, la voiture. L'algorithme sait le faire. Tous les soirs, vous voyez combien vous avez consommé. Tous les mois, vous avez votre relevé de compte, vous savez ce que vous avez consommé. Et ça veut dire qu'au fil des mois, le voyage qui était prévu aux États-Unis, qui demande 1 tonne de carbone, ça va être difficile cette année, j'ai trop consommé de vêtements, par exemple. Je ne peux pas aller aux États-Unis, bon, moi j'irai l'année prochaine. Donc l'année d'après, vous changez de comportement.
Et puis, les gens qui n'ont pas besoin de ces tonnes de carbone parce qu'ils vivent dans la frugalité et qui ne se déplacent pas, qui cultivent leur jardin, quel que soit leur pays, ils peuvent très bien vous revendre des tonnes de carbone éventuellement, les 2 tonnes qui vous manquent, avec un prix fixe mondial, prédéfini. Pas de spéculation. Et cet argent, ça sera un revenu universel. Ce sera une somme pour acheter de la nourriture et pour manger. Vous voyez ce que je veux dire? Tout ça, c'est possible. Il y a une banque suédoise qui a commencé à rentrer sur ce marché-là. Elle s'appelle Doconomy. Elle a créé une carte de crédit qui est corrélée à vos dépenses de CO2. Donc, c'est informatif. Pour l'instant, on vous dit voilà ce que vous avez consommé, voilà où vous en êtes. Mais il propose même l'option de bloquer la carte de crédit si vous dépensez trop de carbone. Si d'ici 2030, on le faisait de manière pédagogique, et en 2030, ça devient obligatoire, on a 10 ans pour apprendre à changer de comportement de manière non coercitive, et un jour, ça devient la règle. Pourquoi on ne le fait pas? C'est possible. Ça paraît improbable. Mais est-ce que c'est impossible? Ça n'est pas impossible. Chose importante, il ne peut pas y avoir de transformation de l'économie, de la société, sans une transformation de nos consciences, une élévation des consciences. Vous connaissez la phrase de Rabelais, « Science sans conscience n'est que ruine de l'âme ». Si on ne change pas notre regard sur la nature, si on ne s'élève pas en conscience en allant vers la frugalité et moins d'hyperconsommation, si on n'arrête pas de jeter des papiers dans la rue ou des boîtes de McDo comme on trouve par terre partout et qu'on se dit que ce n'est pas tolérable, on ne peut pas changer le modèle. Il faut une intention, une volonté pour changer les choses. Et après, la science devient l'outil de la transformation. D'accord? Et aujourd'hui, pour continuer à accélérer la grande bifurcation, on a un besoin urgent de grandir en humanité. L'humanité n'est pas assez humaine. L'humanité n'est pas rationnelle. Si nous étions rationnels, comme le dit Descartes, nous ne détruirions pas la nature, la terre, le substrat qui nous permet de vivre. On n'est pas rationnel. La rationalité, c'est de protéger la nature et c'est d'arrêter l'hyperconsommation. La rationalité, ce n'est pas d'espérer que la croissance va revenir l'année prochaine. Il faut ça une autre croissance qualitative non impactante et une décroissance quantitative et mortifère. Et comment grandir en humanité? En retrouvant notre animalité. Retrouver notre animalité, c'est retrouver ce lien que tous les animaux ont avec la nature, cette vibration que chaque animal a. C'est quoi une vibration avec la nature? Je vais être très concret. Prenez une plage de Thaïlande, il y a un tsunami. Toutes les espèces fuient l'onde de choc avant que l'onde de choc arrive sur la plage. Ils sentent cette onde. C'est une vibration, une onde de choc, vous le savez mieux que moi. Ils la sentent au fond d'eux. Donc ils s'en vont, ils fuient. Il y a une espèce qui est en short sur la plage avec un smartphone en train de regarder l'océan. C'est nous. Parce que là, dans le plexus, qu'est-ce qui se passe? Rien. Comme si on avait mis une plaque de verre, on ne sent plus rien. On ne sent plus les dangers. On ne sent plus l'orage arriver. On ne sent plus la nature se déchaîner. On a perdu cette animalité qui était un instinct de survie. Et c'est ce qui fait qu'on maltraite, qu'on détruit, qu'on est en train de rentrer dans cette destruction de la biodiversité parce qu'on ne sent plus la nature. Et on ne sent tellement plus cette nature qu'on s'est déshumanisé en acceptant que des fœtus naissent pollués. C'est un truc de fou quand même. Comment l'humanité peut accepter que des fœtus naissent pollués? Et ça me rappelle ce beau dessin qui dit « En fait, maman, ça sert à quoi la nature? À rien, mon chéri, tout comme toi. » On en est arrivé là. On en arrive là. Et donc, la révolution philosophique que nous devons faire en parallèle de la révolution scientifique, technologique et sociétale, c'est un changement de comportement. Et je reviens à la Renaissance. La Renaissance, c'est une grande bifurcation dans l'histoire de l'humanité. La Renaissance, c'est l'émergence d'une philosophie qu'on appelle l'humanisme, avec un H majuscule, l'humain. L'humanisme pose l'homme au cœur de la société et pose le fait que l'homme, l'humain, peut s'améliorer, peut devenir bon. Rousseau, Voltaire, l'humain peut s'améliorer. Et donc, on érige l'être humain comme étant un animal incroyable. D'ailleurs, ce n'est pas un animal. Descartes est un machiniste. Les animaux sont des machines articulées avec ce qu'on appelle un instinct. Mais l'être humain, c'est une créature divine. Et on pose l'homme au centre de la Terre, ce qu'on appelle l'anthropocentrisme. On rentre dans l'humanisme. Ça fait 5 siècles qu'on est dans l'humanisme, anthropocentré, destructeur. Il est temps de nous décentrer. Comment nous décentrer? En reprenant notre place dans la nature. Et je pense, vous avez trouvé ça peut-être très audacieux, mais que de l'humanisme de la Renaissance précédente, on va passer à l'animisme moderne dans le monde de demain. L'animisme, c'est quoi? Lisez les livres de Philippe Descola.
L'animisme, c'est ce souffle de vie commun à tous les éléments qui constituent cette planète. L'animisme, c'est cette relation aux arbres, aux rivières, aux montagnes, à la nature, qu'ont les peuples natifs que nous avions il y a 12 000 ans quand nous étions chasseurs-cueilleurs et que nous avons perdu au fil des années, en plus avec des religions monothéistes qui nous ont fait perdre ces rites animistes. Mais quand vous discutez avec des peuples natifs, il y a encore des peuples natifs dans le monde aujourd'hui, comme les Indiens Kogis. Je ne sais pas si vous connaissez les Indiens Kogis, j'ai un ami qui s'appelle Éric Julien, il défend les intérêts des Indiens Kogis en Colombie, parce qu'ils ont très peu de droits, on leur vole leurs terres, etc. Les Indiens Kogis, c'est une civilisation, ils sont issus d'une civilisation qui a 5000 ans. Et depuis 5000 ans, de père en fils, de chaman en chaman, de mère en fille, parce qu'il y a des chamans féminines et des femmes chamanes aussi, ils se transmettent un savoir ancestral. Et c'est assez bluffant. Je vous raconte une anecdote. Il y a 2 ans, je crois, Éric Julien organise un séminaire. 3 chamans Chogis viennent dans le Vercors avec des géologues, des naturalistes, des scientifiques, on va dire, issus du CNRS, des grands laboratoires. Et ils les mettent face à face. Donc voilà, on va se promener dans le Vercors, les Kogis tout seuls d'un côté et vous de l'autre. Et puis dans 3 jours, on se retrouve et on fait le bilan de nos découvertes. Les Kogis ne connaissent pas le Vercors. Ils viennent de la Sierra. Ils n'ont aucune information. Ils se promènent. Puis 3 jours après, ils reviennent, ils disent « Toi, les arbres là-haut sur la colline, ils ne sont pas bons. Ils appauvrissent le sol, ils pompent trop d'eau. Donc en bas, ça ne va pas. Ces arbres-là, ils ne sont pas natifs. Ils viennent d'où, ces arbres ?» Les scientifiques leur disent « Bah ouais, c'est des arbres qui viennent d'Allemagne. Après la guerre, l'Allemagne a payé un tribut, nous a donné des arbres, on a planté des arbres. » Ils l'avaient senti. Un Kogis ramasse une pierre. C'est le grès, je sais le nom, le grès du Trias, ça s'appelle. Une pierre en grès. Et il dit aux scientifiques, voyez cette pierre, elle a la mémoire de la Terre en elle. Cette pierre, elle date du Big Bang. Elle a toute la mémoire de la nature dedans. Et là, les gens se disent, mais comment vous savez ça? Comment vous savez ça? Parce que c'est une pierre qui a au moins 350 millions d'années à minima, voire plus. Et en fait, ils vous disent, je le sais, parce que je le sens, elle me parle, je le sais, c'est tout. Il n'y a pas d'explication rationnelle. Et ce ne sont que des découvertes comme celle-là. Et vous avez un chef indien qui s'appelait Sitting Bull, qui a vendu ses terres aux Américains, en tant que les Américains allaient respecter les accords signés avec les Sioux, qui disait, entre autres, je vous invite à lire la lettre de Sitting Bull, je l'ai mise à la fin du livre, « L'homme blanc ne comprend pas nos mœurs. Il traite sa mère, la terre et son frère, le ciel, comme des choses à acheter, piller, vendre, comme les moutons ou les perles brillantes. Son appétit dévorera la terre et ne laissera derrière lui qu'un désert. Toutes choses se tiennent comme le sang qui unit une même famille. Tout ce qui arrive à la terre arrive au fils de la terre. Ce n'est pas l'homme qui a tissé la trame de la vie, il en est seulement un fil. Tout ce qu'il fait à la trame, il le fait à lui-même. » C'est ça l'animisme. C'est le tout. Tout est un, tout est connecté et le souffle de vie est commun. Eh bien, je suis convaincu qu'on ne va pas devenir des animistes natifs comme les Kogis, comme les Sioux. Mais par contre, le monde de demain, le monde postmoderne, remettra la nature au cœur de la société, au cœur de nos préoccupations, et nous comprendrons enfin que cette nature, si on l'abîme, si on la dégrade, on se dégrade nous-mêmes. Et donc, avant d'aller couper des arbres, peut-être que dans 20 ans, pour l'instant ça vous paraît très improbable, peut-être que dans 20 ans, vous, vos enfants, demanderont la permission à l'arbre de le couper. Ce que fait un natif. Quand je suis en Amazonie, c'est avant d'entrer dans la forêt, on demande la permission de la forêt de rentrer. Enfin, le chaman demande. Est-ce que je peux rentrer? Et si la forêt lui refuse, il dira non, on viendra demain. Ça vous paraît très mystique, mais c'est des réalités et c'est des choses qui peut-être auront une explication physique demain. Et ça veut dire qu'au niveau social, on va aller dans ce que Michel Serres appelait le contrat naturel. On a un contrat social qui donne des droits, mais nous n'avons aucun devoir envers le vivant. Et j'avais proposé en 2013 la Déclaration universelle des devoirs de l'homme envers la nature. Il faut qu'on complète le droit par des devoirs, et ce qu'on appelle un contrat naturel. Il faut absolument qu'on aille vers ce contrat naturel et qu'on en finisse avec ce rationalisme, ce cartésianisme, avec cette posture anthropocentrique où l'homme est au centre de l'univers, il a tous les droits. La Terre lui appartient. L'homme est maître et possesseur de la nature, c'est l'erreur tragique que nous avons commise, que Philippe d'Escola appelle le grand partage. Nous avons partagé l'humain du non-humain. Le non-humain, c'est les ressources, et il y a l'humain. Cette posture intellectuelle philosophique, auquel on a mis le service une science industrielle, a permis les dégâts dans lesquels nous sommes. Donc finalement, si je conclue cette première partie, et après je vais faire un peu de physique sur le temps, et on arrêtera,
Nous ne sommes pas encore suffisamment sapiens, nous ne sommes pas suffisamment sages. Il y a un truc de dingue quand même, c'est que Homo sapiens, c'est nous tous dans cette salle. Qui a dit que nous étions sapiens, sapiens? Sapiens, c'est la sagesse, c'est celui qui sait, c'est celui qui est raisonnable, c'est l'intelligence. Sommes-nous des sapiens? Au regard du risque d'effondrement, au regard de notre attitude dans la nature, on n'est pas sapiens, sapiens. On est plus homo démens, comme dit Edgar Morin. On est fou. Il est temps de devenir des sapiens, sapiens. Il est temps de grandir en humanité et de prendre notre part de responsabilité, de protéger la nature, parce que c'est la vie qui est en jeu, c'est notre vie. Note d'espoir, pour terminer, quelques slides sur un sujet que j'ai abordé, sur lequel j'ai travaillé ces derniers mois, et qui m'a redonné énormément de sérénité par rapport au risque d'effondrement. Cette sérénité, c'est le fait qu'il n'y a pas un futur possible, il y a des millions de futurs possibles à chaque seconde. Première chose. Donc, un autre futur, non effondrement, non chaotique, peut s'imposer, peut surgir et peut devenir le futur que nous souhaitons. Comment accepter ce futur? Carl Gustav Jung nous invite à explorer de nouveaux chemins de vie. Eh bien, explorons de nouveaux chemins. Mais comme nous dit cette jolie phrase, explorer des nouveaux chemins, c'est accepter de se perdre. Accepter de se perdre, c'est pas perdre ses connaissances, c'est pas perdre ses croyances, c'est pas perdre son âme, diraient certains. C'est accepter d'aller défricher des territoires inconnus. Et là, je vous invite pendant 5 minutes, et après je vous laisserai la parole pour les questions, à explorer des territoires scientifiques et spirituels, les deux étant indissociables, qui nous ouvrent des portes sur un autre futur. Première chose, le temps, tel qu'on le définit aujourd'hui, nous, en Occident, n'est pas le temps de l'univers et n'est pas le temps de toute chose. Quel est le temps de l'univers par rapport au temps humain? Ce n'est pas comparable. À tel point que j'écoutais sur France Inter un chercheur l'autre jour qui disait que peut-être que les pierres ont une vie, mais c'est tellement lent l'évolution d'une roche, parce qu'une roche, elle évolue, elle finit en sable, elle finit en poussière, que finalement, on ne la voit pas vivre. Parce qu'on ne la voit pas désagréger à l'échelle d'une vie. Mais à l'échelle de milliards d'années, il se passe quelque chose. Notion de temps. Le temps est une notion que nous avons imposée, notre temps, le temps occidental. Il est d'autant plus variable ce temps que quand les Chinois ont commencé à commercer avec les Occidentaux, il y a déjà pas mal de siècles, ils ont créé un idéogramme pour matérialiser ce que nous appelions le temps. Parce que pour les Chinois, le temps n'existe pas, c'est qu'une énergie qui circule en permanence. C'est-à-dire que pour eux, le passé est devant et derrière vous, mais il peut être devant si vous allez très vite dans le cercle, vous pouvez retrouver votre passé. C'est un éternel recommencement. Et comme nous, on a une vision linéaire du temps, qu'on appelle la causalité, eh bien, ils ont créé un idéogramme pour pouvoir dialoguer avec nous. Ils ne comprenaient pas ce qu'on voulait dire au début. Ça, c'est très important. Et ça m'amène à la physique. Aujourd'hui, des physiciens, Carlo Rovelli, en physique, vous avez aussi Philippe Guillemont, qui travaille au CNRS, qui est médaille cristal du CNRS, travaille sur le temps et la causalité. La causalité, c'est la vision occidentale du temps. Un événement dans le passé a une conséquence sur le présent, et ce que je fais sur le présent, dans le présent, a une conséquence sur le futur. Un phénomène, cause-effet. On appelle la causalité. On est tous d'accord avec ça. Si je laisse tomber ma gourde, elle va se retrouver par terre. Ça va faire du bruit. Causalité. Et c'est un peu la norme. Donc aujourd'hui, je reviens à la collapsologie, nous avons une consommation particulière, une attitude particulière qui fait qu'on va vers un effet qui est l'effondrement. Ça, c'est la vision occidentale du monde, c'est la causalité. Mais attention, le temps n'est peut-être pas aussi linéaire. Nous pensons le temps comme un cadre absolu et linéaire qui préexiste à toutes les choses qu'il y a dedans. Comme une flèche qui tend vers quelque chose, que ce soit vers des lendemains qui chantent ou vers l'effondrement, c'est toujours ce modèle de temps qui nous gouverne. Bernadette Benso de Vincent, qui est philosophe. On a mis un cadre, le temps, et tout se passerait dans ce cadre. On vient de voir que le temps n'est peut-être pas celui qu'on croit. Parce que la causalité n'est peut-être pas la vérité, on a peut-être une double causalité. Et ça, la double causalité, c'est ce que beaucoup de penseurs, de physiciens comme Einstein et d'autres ont imaginé il y a déjà plusieurs décennies. La double causalité, c'est de dire que le présent influe sur le futur, et là, accrochez-vous, le futur influerait sur le présent. Et donc, le présent influerait sur le passé, comme le passé influe sur le présent. Et comme le présent influe sur le futur, et le futur influe sur le temps. Donc, chaque instant
j'ai un potentiel de futur possible que je peux modifier en permanence. Il n'y a pas de déterminisme, tout n'est pas écrit. Et ça modifie aussi le passé, parce que mes actes présents renvoient une information dans le passé. Et là, vous rentrez dans les temporalités, les espaces dimensionnels différents. Et Nietzsche disait, déjà, il y a quelques décennies, notre avenir exerce son influence sur nous, même lorsque nous ne le connaissons pas encore. Donc, pour faire simple, un monsieur comme Philippe Guimand, qui travaille au CNRS sur ces questions-là, mais qui est très prudent, allez voir ses travaux, il est très prudent. On n'a pas la certitude qu'il ait raison. Il n'est pas le seul. Il y a des colloques internationaux avec les plus grands physiciens du monde qui travaillent sur le temps et les univers. Mais ils ont une forte présomption que l'univers est un bloc. On appelle la théorie de l'univers bloc. Leur forte présomption, et ça c'est vraiment Carlo Rovelli, quand même prix Nobel de physique, il nous dit que le temps n'existe pas comme les Occidentaux le conçoivent. Notre futur serait déjà réalisé en partie, mais pas encore matérialisé. Ça serait une image. D'accord ? Comme il n'y a pas de déterminisme, ce futur, il peut changer. À chaque instant, mes actes vont faire qu'il va évoluer. L'intention que j'ai, mon envie, va exciter un nouveau scénario probable, dans ce qu'on appelle le multivers quantique. Donc il faut considérer qu'aujourd'hui, on est dans la réalité, notre conscience fait qu'on pense le temps, qu'on pense les actes de manière causale, mais il y a peut-être une dimension à côté où votre futur est déjà déployé, votre passé est déployé à côté, et il y a des multitudes de futurs que vous pouvez suivre, comme une carte GPS. Et en fonction des pas que vous allez faire, il va se dessiner le chemin. C'est très perturbant. Mais ça voudrait dire donc que mon intention peut exciter un nouveau futur, que celui-ci m'envoie des signaux dans le présent et m'incite à aller vers lui, on va voir après, et que l'attention à ces signes me permet de concrétiser, densifier ce futur. Ça voudrait dire que le futur n'est pas écrit, qu'une multitude de futurs existe encore. Si nous y mettons une forte intention, si nous voyons les signes de ce futur, nous allons le densifier. C'est comme une gelée dans le multivers quantique qui ne demande qu'à émerger. D'où revient dans la partie. Un autre futur tente de se matérialiser. Et certains pensent que cette pandémie, c'est un futur qui essaie de se matérialiser. C'est un premier signe. Réagissez, réveillez-vous, transformez votre économie. Et il y en aura d'autres. Peut-être, peut-être pas, tout dépend de nos intentions collectives. En tout cas, l'intention est extrêmement importante parce que la puissance de l'intention, c'est de refuser l'effondrement, de créer un récit dans sa tête et dans ses actions utopique, idéaliste, non déployé, de façon à exciter ce futur qui n'existe pas encore, qui est le futur de la grande bifurcation dont je vous ai parlé. Et plus on sera nombreux à l'imaginer, plus il y a de chances de se matérialiser. Carl Gustav Jung, psychanalyste du début du XXe siècle, avec Wolfgang Pauli, qui était prix Nobel de physique lui aussi, donc pour vous montrer que c'est quand même des gens d'un très très bon niveau, ont eu des échanges, on appelle ça les correspondances de Jung et de Pauli, vous pouvez les lire, des échanges sur toutes ces questions de futur, de temps, d'espace-temps, et ce qu'on appelle les synchronicités. Jung est le père de la synchronicité. La synchronicité, c'est quoi? C'est qu'il n'y a pas de hasard, il n'y a que d'heureuses rencontres, ou il n'y a que des heureuses coïncidences. Mais c'est quoi une heureuse coïncidence? Tout ce qu'on ne connaît pas en science, qu'on ne peut pas prouver, on appelle ça le hasard. Et croyez-vous au hasard? Einstein, Dieu ne joue pas au dé. Pour lui, il n'y avait pas de hasard. Synchronicité. Si mon intention excite un futur souhaitable, celui d'une humanité résiliente dont je vous ai parlé, ce futur, dans une autre dimension temporelle, va m'envoyer des informations. C'est de l'information. On va appeler ça un signe. Ce signe, je vais le saisir. Je vais dire, tiens, c'est étonnant. Il fallait absolument que je rencontre les gens de, je sais pas, Thinkerview, par exemple, pour leur parler de mon sujet. Peut-être qu'à la sortie de cette salle, ils vont m'appeler, ils vont me dire, Yannick, on vous a vu sur... Venez. Ça serait une synchronicité. J'y pense, j'aimerais, intention, le signe arrive, et c'est saisi, et c'est parti. Vous voyez ce que je veux dire? Et les synchronicités, c'est toutes ces heureuses rencontres. Vous avez besoin de rencontrer quelqu'un pour un stage qui peut changer votre vie. Vous y croyez. Vous avez envie, vous y croyez fortement, et c'est très important pour vous. C'est tellement important que vous y pensez très très fort, vous y pensez la nuit, vous y pensez tout le temps. Et puis il va arriver, parce que vous êtes attentif, votre attention fait que vous allez voir un signe. Quelqu'un avec qui vous avez discuté dans la rue, de manière inopinée, vous ne connaissez pas, vous l'aidez peut-être parce qu'il est tombé par terre, puis vous discutez de ce que vous faites en tant qu'étudiant. Et vous dire, mais tiens, mais il faut que je te présente à monsieur untel. C'est exactement ce qu'il vous fallait. C'est une synchronicité. Est-ce que ça devait arriver ou est-ce que c'est arrivé parce que vous aviez une forte intention? On n'a pas la réponse aujourd'hui. Jung, Pauli sont persuadés que l'intention fait la réalité. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on découvre aujourd'hui en physique, et c'est là où ça rejoint la psychanalyse, c'est que si l'intention fait la densification de la matière, d'un futur qui se densifie, c'est qu'il se passe quelque chose au niveau atomique, dans l'infiniment petit.
Et c'est là où l'intrication est très intéressante. L'intrication, c'est ce phénomène où deux particules très éloignées, on appelle ça la non-localité, elles ne sont pas côte à côte. Une fois qu'on les a intriquées, au CERN, dans un accélérateur de particules par exemple, elles ne forment plus qu'un seul système. Et quand une subit un état de transformation, l'autre subit le même état de transformation en même temps à la vitesse de la lumière. Enfin, c'est plus rapide que la vitesse de la lumière, me semble-t-il. Un truc incroyable, l'intrication. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que donc, une petite minorité aurait le pouvoir d'agir sur l'ensemble dès lors qu'on s'intrique. On s'intrique comment? Par des intentions partagées, par une envie partagée, par un futur qu'on a envie de voir émerger. Et dès lors qu'on est intriqué, ça veut dire que peut-être qu'il y a un inconscient collectif, comme dit Carl Gustav Jung, qui nous permettrait de partager des informations, partager des envies, et ça expliquerait ce pouvoir des minorités actives. Comment 5% d'individus changent le monde? 5% ont une intention très forte, ils veulent changer le monde, et comme par hasard, il y a un effet domino, un effet général qui se fait, viral, et l'humanité change de conception du monde. C'est un peu ce qui est en train de se passer avec le regard sur la nature et une autre économie. C'est en train de se faire. Et Joël de René, qui est un scientifique assez reconnu aujourd'hui dans le monde, hein, il a enseigné au MIT aux États-Unis. Joël de René avait écrit un bouquin très intéressant en 1995 qui s'appelait L'homme symbiotique. Il expliquait que si l'humanité veut tendre vers ce qu'on appelle le point oméga, Teilhard de Chardin, la connexion des consciences, qui serait une enveloppe de conscience qu'on appelle la noosphère, une enveloppe de conscience qui enroberait la Terre. Si on veut que l'humanité soit connectée, qu'elle soit éveillée, qu'elle aille vers ce point oméga, le point de convergence de tous les hommes et toutes les femmes de cette planète, de toutes les consciences, mais il fallait peut-être qu'on passe par le numérique. Internet est peut-être le réseau neuronal d'un méta-organisme qui est en train de se constituer. Donc, chaque serveur se ferait une synapse d'un réseau neurologique. On a commencé à être connecté physiquement, on échange de l'information, on échange des bêtises, on échange des informations utiles, on échange de tout, mais on est enfin connecté. Reste l'étape suivante, une connexion beaucoup plus spirituelle. Alors, vous allez me dire, tout ça vous paraît bien improbable, voire un peu ésotérique. Je l'assume volontairement, et je vous renvoie au probable. Essayez donc la certitude et le probable si vous ne croyez pas à l'improbable. Le probable, c'est quoi? C'est l'effondrement. Donc, le pari de l'improbable, pour moi, est inévitable. Et je termine sur cette phrase. C'est parce que nous aspirons à lui que l'improbable surgit. Pour que l'improbable se réalise, il faut y mettre de l'intention. Et il faut agir dès aujourd'hui. Agir et y croire. Et c'est comme ça que les événements improbables surgiront, nous permettront de faire advenir un autre futur. Je vous remercie. Il reste au moins 30 minutes. Je vais répondre à vos questions.